Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous. C'est le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le studio de Chemical Production qui a fait peau neuve aujourd'hui autour de la table pour cette émission exceptionnelle. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Nous avons Maxou. Bonsoir Maxou. Salut. Et nous avons donc normalement Lulu mais qui va arriver d'ici quelques minutes les amis. Il y a quelques petits problèmes de retard mais ne vous inquiétez pas. Mais surtout nous avons un invité exceptionnel et c'est avec une immense joie que je prononce ces mots. Constantin Papa, c'est autour de la table. Bonsoir Constantin. Bonsoir Dimitri. Ah, quel plaisir de te retrouver, de te recevoir pour la première fois dans le studio de Chemical Production. Tu es déjà venu dans une de mes émissions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau de la caméra, et de l'audio, on va se tutoyer, c'est peut-être mieux. Oui, on se connaît un petit peu, voilà. Un peu, oui, quand même. Non, et puis surtout, je voulais te remercier d'avoir en fait choisi comme première émission après la saison 2 de Squid Game, le Late Show, pour venir parler justement de ta carrière et justement de la série Phénomène. On s'est tous déguisés dans l'occasion pour saluer ton travail que tu as fait sur le personnage de Ji-Yoon. Oui. Donc, d'ailleurs, je fais un petit rappel. N'hésitez pas à aller voir notre avis sur les 2 saisons de Squid Game qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube et toutes les plateformes audio, donc Deezer, Spotify et Amazon Music bien entendu. Et puis voilà, je pense qu'on va commencer cet entretien, Constantin, par le commencement. Le commencement, il est plutôt simple puisque tu es né le 12 juin 1962. Absolument, oui. Donc, alors, si je fais une erreur au niveau du nom de ta ville, n'hésite pas à me redire. Mais tu es né à Khartoum. Khartoum, oui. Voilà, donc c'est au Soudan. Absolument. Et tu as grandi à Paris. Oui. Mais tu es d'origine grecque. Enfin, j'étais d'origine grecque, oui. Oui. Je suis toujours d'origine grecque, mais j'ai été naturalisé, mais ça a été un peu rock'n'roll parce que mon père a fini par demander ça quand j'avais 17 ans et c'est passé au moment où je suis devenu majeur. Et donc, comme j'étais devenu majeur, il fallait qu'on me le demande à moi. Donc, pendant 1 an, avant que je puisse refaire la demande, j'étais à No Man's Land. Donc j'aurais pu me retrouver en Grèce si j'avais été arrêté par la police française. On pouvait m'envoyer en Grèce pour faire 2 années de service militaire dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue que je ne connaissais pas. Donc ça faisait bizarre de se retrouver pendant 1 an comme ça sans nationalité. Oui, parce que tu as grandi en région parisienne, d'après ce que j'ai lu et vu. Oui. Donc... on va pas s'étaler sur ta vie privée. Nous, on s'intéresse vraiment à la partie artistique, justement, de ta carrière. Et niveau artistique, on peut dire que tu touches un peu à tout. Oui. Tu es donc comédien de profession, tu es musicien, oui. Tu es photographe. Oui. Ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme, quand même. Il faudra en laisser un petit peu aux autres. Les formateurs aussi, j'ai cru voir. Oui, absolument. Et dernièrement, formateur. Je me suis lancé en formation, oui. Et ben justement, est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par la partie formation de tout ça, c'est très récent, donc oui. On peut te lancer sur ce sujet. Absolument, oui, bien sûr. Oui, donc alors ça consiste en quoi cette formation Alors écoute, c'est une formation que je fais au magasin qui se trouve à Malakoff, qui est une super formation qui fait ça depuis maintenant plus de 25 ans. Et il s'est trouvé que il y a 3 ans, je me sentais prêt puisque je m'approchais doucement mais sûrement de mes 60 ans et le plus gros de mon métier, je trouvais qu'il était derrière moi. J'ai toujours autant d'ambition, mais c'est pas une ambition démesurée. J'ai envie de continuer à bien faire mon travail et à prendre du plaisir. C'est juste que le plus gros est fait, mes enfants ont grandi, leurs études sont payées, ils font leur vie, voilà, je suis propriétaire de ma maison, donc voilà, donc je me disais, bon, qu'est-ce qui m'exciterait maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et la formation était là, j'avais envie de me dire, tiens, je formerais bien les gens, et il s'est trouvé que Valérie et Marc, qui sont les patrons de ce théâtre et de ce cours de théâtre et de formation de doublage,
ils m'ont contacté au moment où moi j'étais prêt. Donc j'ai dit, bien sûr que je suis prêt, bien sûr que je veux le faire. Donc j'ai commencé il y a 3 ans. Et je trouve que c'est très intéressant. Ils ont plusieurs modules, dont je crois que c'est 54 heures ou 58 et 74, je me souviens plus exactement, mais ça correspond à 5 ou 8 heures où ils forment. Quand c'est le gros stage, ils forment à 3 jours de voice-over, de spot publicité, de narration, etc. Et les 5 autres jours, c'est du doublage. Mais la particularité, c'est que ce n'est pas le même formateur tout le long du stage. On est un formateur différent par jour de stage. Et c'est très bien puisque ces comédiens, s'ils sont amenés à faire du doublage, rencontreront des DA qui ont une autre méthode de travail. Et donc je trouve que c'est bien de diversifier ça pour qu'ils aient affaire à des gens qui ont une vision du travail qui soit différente pour s'adapter. Et je prends un kiff incroyable. Je trouve ça super. Je trouve que c'est des expériences sociales et humaines incroyables. Il faut s'adapter, il faut se remettre soi en cause. Parce que parfois, quand on n'obtient pas un résultat, c'est pas forcément à cause du stagiaire, c'est à cause du formateur qui ne trouve pas la formule, qui ne trouve pas les mots. Donc c'est une remise en question permanente et je trouve ça super. Mais par contre, c'est épuisant. C'est des journées. La formation, c'est épuisant. Mais j'aime bien. Mais pour vous et pour eux aussi. Oui, parce que c'est quand même une charge mentale, on va dire, à assimiler. Il y a beaucoup de choses à acquérir quand on fait de la voix off. Je m'étais amusé à apprendre une formation. Ça nous avait pris combien de temps C'était 3-4 heures qu'on avait fait de formation pour faire des voix off de pub. On avait essayé de faire ça et c'est épuisant. Oh là là, c'est épuisant. Et puis la voix qu'il faut prendre pour de la pub, c'est impressionnant. En fait, t'as l'impression de ne plus être toi-même. Oui. T'en fais un peu de la pub Moi, personnellement, comme acteur, oui. Okay. Ça m'arrive. Alors, ce qui me plaît, c'est que à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pas pour faire des voix du genre acheter le machin, le meilleur parfum. C'est toujours des jeux comédie. Il faut jouer la comédie. Donc, je me retrouve souvent sur des produits Leclerc où je fais un client et ça m'amuse. Genre génial. Le truc Lidl. Oui, c'est ça. Dans ce même esprit-là, quoi. On joue le truc. Donc, c'est presque plus de la pub, c'est du jeu, tu vois. Sauf que tu vantes un produit, mais tu joues. Et j'aime bien parce que la voix monocorde qui est acheter les pneus machin bidule, ça c'est moins intéressant, je trouve. Mais t'avais pas fait une pub pour une bagnole dernière Si, j'avais dû faire une Ford. Ford ou je crois que c'était Ford. Ford ou non Volkswagen. Das Auto. Et ça, c'était. En plus, ça a été une pub télé, ça. Oui, c'était la Volkswagen électrique, oui, absolument. J'avais prêté ma voix à un personnage qui découvrait la voiture. Ouais. C'est un bon souvenir, ça. Ouais, parce que justement, c'était Savinien de l'ancienne justement émission que tu as connue qui m'avait dit mais dis donc, ça serait pas la voix de Constantin sur la pub Volkswagen. Il avait l'oreille. Si. Il avait l'oreille. Et justement, rentrons un petit peu dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, la partie artistique un peu plus dans le détail. Avant justement de parler du doublage vraiment en détail, on ira à fond. On va commencer par le commencement. Dans les années 80, tu as suivi des cours de théâtre. Oui. Voilà. Comment tu l'as vécu ça ? C'était une bonne expérience pour toi, ces cours de théâtre-là ? C'était inné pour toi de faire ces cours ? C'était un besoin ? Ça a été un besoin. C'est-à-dire que je sortais, j'avais fait des études d'architecture qui ne m'ont pas plu. J'ai fait des études d'anglais que j'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu être prof, mais j'avais pas un niveau de français suffisamment bon pour être prof. Donc, tu arrives à un âge, entre 20 et 21 ans, tu dis merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et je me suis rappelé, j'avais des souvenirs d'enfant où j'étais monté sur scène et ça m'amusait beaucoup. Je m'étais rendu compte que j'arrivais à faire rire mes profs. Mais je crois que la chose la plus touchante, c'est quand on arrive à faire rire son père. Et ça, j'en avais gardé des souvenirs et je m'étais dit, si je suis capable de faire rire mon père, je suis peut-être capable de faire rire d'autres personnes, en tout cas de jouer la comédie. Et ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, mais oui, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Donc je me suis inscrit au cours, donc ça a été effectivement une révélation. Je me disais, ça y est, je fais enfin ce que j'acceptais de faire. C'est-à-dire que je ne me l'autorisais pas avant. Et là, ça y est, l'autorisation était faite. Et donc, j'ai pris un kiff super. Et puis, on fait des jolies rencontres. Alors, il y a des têtes de cons, comme dans tous les cours, des gens qui ont une ambition qui t'écraseraient la gueule par terre. Enfin, on a le droit à tout. J'ai le droit aux gros mots, d'ailleurs. Bon, bref. Et puis, il y a des gens bien. Et c'est avec les gens bien qu'on monte des projets. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, puisque j'ai fait 2-3 rencontres, dont Yo-Yo,
avec qui j'ai fait pas mal de spectacles de café-théâtre. Et c'était chouette. C'était mes débuts. Et c'est une très bonne école, d'ailleurs, le café-théâtre, parce qu'on fait avec le public. Au théâtre, on a des réactions, mais c'est vrai que si on joue une pièce dramatique, on a un silence, ce qui est bon signe. Mais il n'y a pas de rapport. Café-théâtre, ça rigole, ça fait des remarques, il faut jouer avec, il faut rebondir. C'est une super école. Donc, et c'était plus des sketchs humoristiques? Oui, absolument. Ok. Ouais, des sketchs qu'on écrivait nous-mêmes. On avait un auteur à l'époque qui écrivait pour nous. On avait aussi adapté des poèmes de Prévert et on avait joué quelques sketchs de Roland Dubillard. Ok. On a été fous d'ailleurs à l'époque parce que moi j'étais vraiment tout nouveau là-dedans et j'avais pas compris qu'il fallait payer les droits d'auteur et on les a jamais payés. Donc c'est passé, mais bon voilà. Bah, mais on ne a regardera appris, pas cette émission. Regardez, je serais capable de faire un rappel, tu vois. C'est Donc, trop tard. mais je pense que là c'est passé heureusement d'ailleurs. Mais oui, c'est là où je vois à quel point on était novices, mais on avait envie quoi. On pensait pas à ça, on avait envie de jouer quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis après, il y a eu des rencontres. Dont on va sûrement parler. Les rencontres, tu vas sûrement nous les expliquer, on va dire, via les projets que moi je vais citer, mais j'aurais peut-être pas les noms exacts. Justement, avant de rentrer dans le doublage, j'ai envie de parler de musique, parce que finalement, même en musique, tu as réussi à avoir un petit nom. Oui. Voilà, c'était principalement... Alors, d'après mes souvenirs, on en avait discuté, mais c'était du punk. Oui, c'était du punk, oui. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ce mouvement, comment tu as aimé déjà ce style musical et comment en fait vous avez réussi à créer ce groupe? Comment s'est passé tout ça? Ouais. Écoute, le punk est arrivé à un moment assez important dans ma vie où cette espèce d'adolescence. J'ai eu une enfance heureuse, mais bon, on a tous des casseroles, et puis c'était un moment difficile dans ma vie privée, dans la famille, et j'aurais pu tomber dans les conneries, et le punk est arrivé au bon moment, c'est-à-dire que j'ai un copain qui m'a prêté Nevermind the Bollocks des Sex Pistols, et j'ai toujours en souvenir la première fois que je le pose sur mon tourne-disque, et j'entends les premières notes c'était Anarchy in the UK, je crois, et waouh, ça a fait un flash dans mon crâne, et ça m'a jamais quitté. Et donc je suis tombé vraiment amoureux de ce mouvement. C'était une façon de se rebeller, de refaire le rock et de passer une énergie dans de la musique plutôt que dans des conneries. Et puis c'est à la sortie, on jouait au football à cette époque-là aussi avec un de mes meilleurs copains, et on était plusieurs dans l'équipe. Et puis un soir, en sortant de l'entraînement, on se dit tiens, si on montait un groupe. Enfin, à l'époque, lui il voulait s'acheter une mobilette et moi je voulais m'acheter. Enfin, lui il voulait s'acheter une guitare et moi une mobilette. Et puis j'ai dit écoute, on va faire l'inverse, je te sens pas emballé, je vais acheter la guitare et toi tu achètes la mobilette. C'est ce qu'on a fait. Il s'est acheté un Solex d'ailleurs. Et j'ai acheté la guitare et j'ai démarré comme ça. Et puis comme dans tous les groupes d'ados comme ça, tu montes ça avec tes meilleurs potes. Donc j'avais Jean-Louis à l'époque qui s'est mis à la batterie. On avait Vincent Dulac qui était peut-être le plus performant au niveau instrument. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la guitare pendant un moment et je me suis mis à la basse. Et puis on a fait donc Virus 77, puisque le punk a démarré en 77, donc on a appelé ça comme ça. Et puis Vincent a commencé à partir un peu dans le hard rock, AC/DC, tout ça. Moi c'était pas trop mon truc, j'ai dit non, moi, je vais m'arrêter là. Et donc j'ai monté mon propre groupe qui était RAS à l'époque. Et là, c'est là où les choses ont vraiment changé, parce que c'est un moment où le mouvement punk, skin, oi a beaucoup été infiltré par les fachos. Et nous, évidemment, on avait une position complètement à l'inverse, et on l'a dit clairement. Et donc, on s'est fait beaucoup d'ennemis. Et en même temps, on s'est fait un nom. Mais à l'époque, on s'en est pas rendu compte, sauf qu'à un moment donné, bon, il y avait un truc qui tournait, qui était que toute personne qui va au concert des RAS se fait péter la gueule et tout. Et c'est pour ça qu'on a arrêté le groupe. On s'est dit, on est là pour faire du rock, on n'est pas là pour que les gens on leur foute sur la gueule. Ouais, donc on a arrêté dangereux, le groupe. quoi. On a fait 2 ans simplement de groupe. On a fait 11 concerts. Et puis j'ai continué derrière avec ce qu'on appelait le hardcore fan, c'est-à-dire que c'était du punk beaucoup plus accéléré, du hardcore. Ok. Mais on l'avait appelé fun parce que les paroles, on les écrivait, si tu veux, vous l'avez connu, je pense, cette technique, quand on était gamin, on écrivait une phrase, on pliait, et l'autre devait écrire la suite, mais sans savoir ce qui était écrit. Oui. Et nos paroles, c'était ça, vous voyez le genre. Donc voilà. Donc on a bien rigolé. Ça s'appelait Chromosome 4. Ça, c'était en mémoire pour ceux qui connaissent le film Chromosome 3, qui est un film d'horreur incroyable. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est John Carpenter qui a fait ça. D'accord. Et j'avais été très impressionné par ce film, et donc j'avais appelé ça Chromosome 4, puisqu'on était 4. Ça a duré un petit moment, puis après, je suis tombé amoureux, j'ai eu ma femme, mes enfants, et j'ai dit, bon allez, maintenant le rock, je le mets de côté. Sauf que le rock vous rattrape toujours. Et voilà. On regardera cette phrase.
Et il s'est trouvé que 20 ans après, on a dû arrêter en 84 RAS et en 2004, 2014, pardon, donc 30 ans après, j'ai mon manager qui me dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on retire les albums, on n'avait fait qu'un seul album, 45 tours un album, soit retiré. Je fais, oui, mais on va perdre de l'argent. Il me dit, non, détrompe-toi, il y a une vraie demande, il y a un revival, Oi Punk. Et je dis, écoute, oui, vas-y. Alors, il tire 2000 ou 3000 exemplaires, je crois, et ça part en un mois. Je dis, putain, la vache, pas mal. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, on répartit et tout. Je dis, non, tu loues une salle, un resto, puis tu invites tous les copains. Parce que le chanteur, je ne l'avais pas vu depuis tout ce temps-là, les guitaristes. Donc, il a réussi à joindre tout le monde. Et donc, on devait être une trentaine. Donc, on s'est tapé le resto. Et de verre de vin rouge en verre de vin rouge, il y a finalement un des choristes qui dit hey, « surmontez RAS ». Et puis, nous, voilà, on remonte RAS. Alors, avec quelques petits changements, parce que le bassiste et le batteur ne repartaient pas dans l'aventure. Donc, Rémi, qui était le chanteur à l'époque, avait continué un groupe. Donc, il avait un bassiste et un batteur. On les a repris, puis on a remonté ça. Donc, on a refait 2 ans. Mais là, c'était une toute autre ambiance. Tous les fachos avaient été écartés. C'était vraiment la fête. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte à quel point on avait eu un impact dans les années 82-84, parce que j'ai vu des gens venir faire avoir des autographes de nos albums qui n'étaient pas nés quand mon album est sorti. Et ils connaissaient les paroles par cœur. Et quand on a fait des concerts, c'était incroyable de voir les gens déjà faire le pogo comme ils le faisaient, et puis surtout chanter les paroles comme ils le faisaient. Ils montaient sur la scène, ils chantaient. Et là, franchement, je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que ça avait. Et j'ai été très touché. Je me suis dit, on a bien fait notre boulot, parce que je me suis rendu compte que d'autres groupes de l'époque, eux, avaient écrit des paroles fachos et on leur faisait payer encore ça aujourd'hui. Nous, on a été intelligents. De toute façon, je ne disais que ce que je pensais, mais je m'étais dit on avait un coup d'avance sur tous les autres, de ce point de vue-là. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'on s'est fait un nom, parce qu'on a été plus intelligents que les autres à débattre de sujets plus importants et de ne pas tomber dans la bêtise. Et pourtant, on était ados, tu vois, mais bon, on a... Non, mais après, vous êtes resté, on va dire, dans vos convictions. C'est ça. Et je pense que c'est le plus important dans la vie, en règle générale. Donc, clairement... et c'est ce qu'on nous a... Voilà, on a été honorés de ça après, puisque les gens nous ont remerciés pour ce qu'on avait écrit à l'époque. Donc c'était très touchant. Voilà, donc c'est une période rock assez amusante et bouleversante. Et moi je vais surtout souligner aussi que je te remercie énormément de partager sur ce sujet, parce que j'ai cherché pas mal sur internet, on va dire, des passages de toi qui parlent de ce moment-là de ta vie, et j'ai pas trouvé. En tout cas c'est très rare, ou alors j'ai vraiment, et je savais que tu avais fait de la musique mouvement punk parce qu'on en avait discuté en off, après notre première émission. Et donc, je me suis dit, j'aimerais vraiment qu'on puisse développer un peu ce sujet-là, parce que clairement, je trouve que ça manque un peu sur toi, parce que t'es musicien et c'est une partie de ta vie qui est importante aussi. Ah oui, très importante. Mais c'est ma faute aussi, j'ai été très discret là-dessus. Quand j'ai commencé à en parler... Entrez sans crainte. Non. Ah merde. C'est magnifique. Je comprends mieux la musique. Magnifique. Bravo. Parfait. C'est parfait. Mieux serait insupportable. Bravo. Magnifique. Assis-toi, mon vieux, t'inquiète pas. Sublime. T'es incroyable. Wow. T'es magnifique. C'est superbe. Ne me garantis pas que je garde la perruque. Non, mais tu peux même la retirer tout de suite. L'entrée était folle. Je sais pas si on l'a bien vu. C'est caméra, mais... J'ai rien. Parfait, mais ça te va bien, dis donc. C'est parfait. Bien. Lulu vient d'arriver. Bonsoir, Lulu. Bonjour. Et quelle entrée. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo YouTube si vous voulez voir l'entrée de Lulu. Oui, c'est le numéro 2, je crois. Qui est au courant de ça? Je suis dessus. Ah d'accord. Bien sûr. Tu étais dans la conférence. Ah oui. Bien sûr. J'ai demandé validation avant, parce que je me suis dit... Ça aurait pas eu le même impact si t'étais pas au courant. Déjà avec la musique, on sentait le Je truc. comprends mieux maintenant. Ouais. J'ai cru à un bug. Non. Mais du coup, on a tous freeze. Mais c'était le but. J'ai cru à un bug d'Esteban qui s'est fait. Tiens, il nous lance ça. Impeccable. Magnifique. Incroyable. Merci. Ça, c'est de l'entrée. Le timing était impeccable. Bravo
Esteban, Ah oui, et bravo à tous ceux bravo. qui ont pu mettre en place Tous le ceux qui prank. savaient. Merci beaucoup. C'est pour ça que je voulais le plan large, parce que je savais que lui allait rentrer. Cette porte, voilà, les amis. Essayez- D'où aussi le fait que j'ai été Ouais, viens là, écarté de recule-toi. ma place habituelle. Ah, Exactement. Tout prend la sens lumière. maintenant, tout prend Ah ouais. sens. D'accord. Exactement. Donc, bon, et ben, tu arrives pile poil pour qu'on commence la partie doublage. Et Constantin vient de finir la partie musicale. Je sais que ça t'aurait très intéressé. D'accord. Et ben, on va commencer par, je pense, une des premières, on va dire, mises en jambe, on va dire, dans le métier de comédien de doublage, puisque c'était en 1992. Tout de suite, extrait. Pour en revenir aux choses sérieuses, pour ce boulot, il vaut mieux qu'on soit nombreux. Alors dirigeons-nous ensemble vers ce maudit château. Donc Yu Yu Hakusho, qui est sorti en 1992. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette expérience, on va dire, de la japanisation? Voilà, c'est dans les tout débuts de la japanisation qui arrive en France. Oui. Alors, d'après mes petites recherches, Yu Yu Hakusho n'est pas diffusé sur le Club Dorothée, c'était diffusé sur Manga, après sur c'est NT6, j'ai vu ça, je ne sais même pas cette chaîne. Bref, c'est une chaîne française, mais voilà. Des réseaux alternatifs, oui, c'était pas du tout pour... Voilà, mais en tout cas, il n'était pas diffusé sur le Club Dorothée. Comment t'en arrives à faire Yusuke? Écoute, c'était Philippe Roulier qui avait récupéré la série et il a fait son casting et puis il me voyait là-dessus. Je pense que, alors je ne sais pas pourquoi. Tiens, il faudrait que je lui pose la question. Pourquoi il a pensé à moi pour ce... C'est drôle. En plus, l'extrait que tu as mis, je me reconnais à peine. Enfin, j'avais combien? Tu dis de 92? On était biberonnés. 92, J'avais j'avais un an. 30 ans. Ça fait 32 ans, parce que je suis né en 92. Ça fait 32 ans. Ah oui, donc tu sais. 32 ans, donc vocalement, ça a changé, 32 ans. Il Donc, n'était même pas né. Hein. Ah oui, Il y en a qui n'étaient pas nés. On a le cadet de la. Donc, Demain, le Benjamin, pardon. donc c'était ma première rencontre avec le manga. Je connaissais pas du tout cet univers. J'ai trouvé ça amusant parce que c'était assez dynamique. Ouais. Il fallait y aller, donc je perdais facilement 1 kilo par séance d'enregistrement. C'était assez costaud et j'ai un souvenir des derniers épisodes où j'ai carrément perdu ma voix. C'était Bruno Mann qui a fait toutes mes réacs parce que j'étais à faune. Parce que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Faire faussement de crier, je ne sais pas faire. On a cru entendre dans la dernière saison de Squid Game. On en reviendra. Bah oui, mais- ouais, On va y revenir. voilà. J'ai un petit jeu d'ailleurs en fin d'émission qui sera sympathique. Voilà, vous inquiétez pas. Donc oui, c'était... Mais surtout ma rencontre avec le manga, et j'ai trouvé ça intéressant. Et finalement, c'est un univers qui te plaît, puisque c'est un univers. Ça m'a plu. Ouais, parce que- Ça m'a plu parce qu'au départ, j'étais pas emballé. Hein. Je me suis dit, oh là là. Moi, j'étais sur. Tu sais, j'ai pas été fan des Dragon Ball Z, tout ça. Ouais. C'était pas du tout mon. Même le graphisme. Alors justement, j'allais y revenir. Est-ce que tu n'étais pas fan de justement du manga et des animés parce que à l'époque c'était très mal vu, ou est-ce que c'était vraiment purement graphique par rapport à tes on va dire tes goûts à toi, Oui, on a été. Parce qu'à l'époque c'était très mal vu, hein, le manga. Bah, Les amis, j'étais- on sort j'étais du nourri moment. par Disney, t'imagines, ou Ouais, les Toons. Alors évidemment, ça fait bizarre comme graphisme. Puis c'est des hurlements tout le temps, des grosses bouches, des gros yeux, des enfin des trucs, des onomatopées inconnus au bataillon, quoi. Donc il fallait prendre le temps de découvrir ça et puis bon, j'étais pas fan de Dorothée non plus, donc. Et oui. Voilà, et c'est quand même elle, bon, mine de rien, qui a quand même lancé tout ça. Ah et bah oui, clairement. peut-être pas avec les meilleurs produits, mais en tout cas, bon, voilà. Parce que quand on voit après le manga et la tournure que ça a pris, il y a des mangas sublimes. Oui, Et c'est vrai clairement. qu'après, quand je vois Dragon Ball Z, je comprends pas bien je comprends toujours pas d'ailleurs le succès de cette série. Mais bon, je respecte ceux qui l'aiment. En plus, quand ils aiment vraiment. Donc, c'est qu'il y a une raison qui me dépasse. Mais respect. Mais voilà, pour rappel un peu à nos auditeurs ou viewers qui nous regardent, à l'époque où justement le Dorothée a vraiment mis en place justement de balancer ça à la télévision, déjà d'une, c'est parce que c'était pas cher à acheter et qu'elle diffusait ça à fond. Et surtout, après, il y a eu le gouvernement français qui s'est mis derrière, principalement Un peu mené censuré. par Ségolène Royal, qui a fait censurer tout ça. Voilà, et ce qui a mis un peu fin au Club Dorothée aussi. Une autre époque, les amis, je vous avoue, parce que quand on voit un peu La revanche que ça prend. la aujourd'hui. revanche que ça a oui. pris, les Français, on est quand même le deuxième pays le plus consommateur de manga, donc papier. Après le Japon. Et après le donc Japon. Premier mondial. C'est fou, c'est quand même énorme, si on compte pas le Japon. Incroyable. Donc voilà, c'est clair que Ça m'impressionne beaucoup. Je Oui, vois oui. mais plein de jeunes, enfin pas que des jeunes,
même des gens d'un certain âge être dans le métro avec lire les mangas papier, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. C'est impressionnant. Et puis quand on voit les bibliothèques, toute librairie, il y a une collection de bouquins de mangas impressionnant. C'est clair. Mais je savais pas qu'on était le deuxième consommateur. Ouais, deuxième consommateur, Ok. on va dire, de manga papier au monde. Ouais, écoute. Et dernièrement, on a pu te retrouver donc dans Jujutsu Kaisen, donc tu joues donc Kento Nanami. Oui. Très très bon animé aussi au Ah oui. demeurant. Hein. Oui. Ben, là, on voit que ça a évolué. Hein. Même Clairement. les Japonais ont fait bouger les choses. Au niveau scénaristique et tout ça, c'est très intelligent. Ils font passer des messages sociologiques. Enfin, c'est beaucoup plus fouillé que ça ne l'a été, je trouve. Et ça va, à mon avis, continuer. Mais j'ai trouvé ça très bien. Et puis, j'ai beaucoup aimé mon personnage. Puis là, j'étais content. Il gueulait très peu. C'est vrai que c'est un personnage qui est un peu posé. C'est un peu le sensei. Très posé, c'est ça, exactement. Voilà. Et ça m'a fait du bien. Et Kichi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie japanisation? Et Kichi, donc, qui est une chaîne dédiée Japon. Oui, Japon. Ouais, j'ai beaucoup consommé de mangas à l'époque, beaucoup moins maintenant. C'est vrai que, mais je rejoins Constantin sur le fait que les mangas de maintenant ont beaucoup de messages un peu sociologiques, sociétales, etc. Beaucoup plus matures. Hein, SNK, même Full Metal, quelques années avant. Enfin, ils ont vraiment des. Metal, Et Full Metal, Constantin est dedans aussi, ouais. D'accord. Pourtant, j'ai poncé Full Metal. Si je te dis Frank Archer. Ah oui, mais oui, dans la première version. Oui. D'accord. Il y a plusieurs versions. Oui, ça, je ne savais pas. Il y a Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, je ne le connais pas celui-là. D'accord. L'accent, ça fait tomber bien. Bravo l'accent. Oh là là. Mais d'accord, oui, Franck. Ouais, le militaire qui après se fait un peu mécaniser. Absolument. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc j'avais pas. Donc voilà. Petit rêve, voilà. Maxime, t'as quelque chose à rajouter? Oui, moi j'ai une question. Non, j'ai une question. Est-ce que c'est pas plus simple de tourner un personnage fictif que plutôt un acteur réel qui, lui, a sa propre langue? Oui, c'est une bonne. Tu veux dire entre l'anime et l'image, parce en que fait. là, on est libre, quoi, avec oui, l'anime, peut-être. on est libre, par exemple, vocalement. C'est-à-dire que il est plus facile d'adopter une voix un peu étrange, spéciale, aiguë, ou ça passe plus facilement sur de l'anime. Ça, tu ne pourrais pas le faire sur de la fiction, sauf si ton personnage en VO le fait. Mais le Joker, par exemple, s'il part dans des rires hystériques, etc., tu vas t'amuser. Mais si tu fais le président des États-Unis, je vais pas pouvoir faire une voix de canard ou machin. Donc, je trouve que tu as une très grande liberté sur l'aspect vocal. En revanche, ça reste du dessin animé, et donc le regard d'une anime n'est pas le regard d'un être vivant, et c'est difficile parfois je trouve plus intéressant d'aller chercher dans le regard une émotion chez un être humain plutôt que dans un dessin, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais par contre, vocalement, c'est formidable. Ouais, enfin, ça doit être on l'éclat. crée des voix. Oui. Ouais, oui. Et justement, tout à l'heure, puisqu'on parlait de formation, je disais à Dimitri avant l'émission que les stagiaires que j'ai, 9 sur 10, n'ont qu'une envie, c'est de faire de l'anime. D'accord. Plus que de la fiction. D'accord, l'anime, ok, ça les éclate. Parce que je pense que la voix les intéresse et qu'ils savent pertinemment qu'on fait de la voix multi-voiceuse, si tu veux, sur de l'anime, on n'aura pas cette liberté sur de la fiction, en fait. Ouais. Plus Voilà, tu peux vraiment. Ah ouais, exactement. Ouais. Mais en revanche, je trouve que dans la précision du jeu, on y perd parce qu'on n'a pas les repères d'un regard humain. Ou de la respiration humaine. Peut-être moins d'émotion aussi. Nettement moins d'émotion. On peut en mettre quand même, il y a des mangas extraordinaires, mais ce sera jamais une émotion humaine, quoi. D'accord, merci. Je t'en prie. Je propose qu'on continue un petit peu le voyage, on va dire, dans le monde du doublage de Constantin. Et là, on va parler, on va dire, une de tes premières grandes rencontres avec un acteur, Tate Donovan, que tu as commencé donc sur Newport Beach. Oh la vache, oui. Donc, t'as la nette, ça ça va pas me rajeunir non plus. Ça. Bah non, non, je l'ai pas noté. Tu vois le professionnalisme du gars, quoi. Ou 80. Ouais, bah, c'est pas grave. Ça fait du bien. Je vais pas vieillir du coup. Tu vois, je vais pas trop vieillir. Non, mais Newport Beach. Non, j'ai 2003 moi pour Newport Beach. Tu vois, c'était le siècle. D'accord. 2003, voilà. Okay, et donc ouais. 2003, là, avant de parler justement de ce rôle de Newport Beach que tu as quand même gardé pendant pas mal de saisons, Tate Donovan, est-ce que c'est le genre de série que tu regardes à la maison, ça? Ah non, pas du tout. Ça, c'est des trucs pro-ado. Ouais. Non, mais non, mais j'ai été ado, donc j'ai regardé des trucs avant, mais ça, non. Quel âge j'avais quelle année tu dis 2003. Putain, je suis pas bon en mathématiques. 62, 38, oui, j'avais 35 ans, donc j'étais déjà à torcher le derrière de mon fils, donc et de ma fille. Donc j'étais occupé à autre chose. Donc c'était pas le non ça. Et puis très sincèrement, maintenant je regarde beaucoup ce que j'ai doublé. Pour des raisons professionnelles et par goût aussi. On y reviendra, mais Squid Game, je suis un fan. Je te disais dans la voiture, ça fait 25 fois que je vois la saison 1 et je découvre encore des trucs. Je suis très fan. Ça, par contre, c'est le genre de série que je regarde. Mais tout ce qui était ado, non. Ouais.
Même les frères Scott, j'ai adoré travailler dans les frères Scott. Mais j'avais plus cette génération-là. Moi, je regardais autre chose. D'ailleurs, Johan Sauver, avec qui tu as participé sur les frères, beau Johan, bien sûr. Sur les frères Scott, avait dit que c'était un super moment de doubler avec toi. Voilà, quoi. C'était une très très bonne expérience. Oui. D'ailleurs, il nous avait parlé de Laura Préjean, qu'il avait retrouvée sur Big Bang Theory. Oui. Et justement, il avait dit comme quoi il la surnommait toujours la pétonne. Voilà, par rapport aux frères Scott. Bien sûr. Mais de toute façon, Johan, à chaque fois qu'on se voit, c'est tonton Kiss. Moi, c'est mon neveu, c'est Lucas, ouvre les yeux. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah oui, ça restera. Ça, après, c'est autre chose, c'est les ambiances. T'as entendu, Lucas, ouvre les yeux. Oui, tout à fait. Et puis bon, bah, ça coule de source, mais là, t'as parlé un petit peu de ce que tu regardes, t'as parlé un petit peu comme quoi t'aimes bien Squid Game. Quand t'es à la maison, t'es plus team VF ou team VO? Ah, je serais toujours team VF. J'ai grandi avec la VF. Comme je le dis souvent, pendant très longtemps, j'ai cru que John Wayne était français, donc il n'y a pas de raison que ça change. Je sais qu'ici, on regarde beaucoup des deux formats, mais Maxime est très VF. Et je prends note de cette phrase où, justement, en fait, quand on est jeune, on a vraiment l'impression que les gens sont français, quoi. Les acteurs sont français, alors que pas du tout. C'est ça. Et on le découvre des années après, en grandissant. Alors déjà, c'est la preuve que ça marche. Exactement. Ça pas. C'est la preuve que ça marche, et c'est la preuve aussi que c'est bien fait. Oui. Et on a la chance d'avoir un pays où justement il y a du cœur à l'ouvrage dans le doublage. Voilà, on a développé des techniques qui sont reprises partout dans le monde. Oui. C'est une fierté quand même. On est les inventeurs de la banderie. Carrément. Donc voilà. En plus du cinéma. Bon. Oui, il le souligne toujours. Qui plus est, les Américains. Allez, arrêtez un petit peu là, enfin. Ça suffit. Continuons un petit peu ce voyage. Là, on va passer à 2003 à 2005, les amis, et on va parler d'un milieu carcéral. Si je vous parle de cet extrait. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps. Mon esprit glisse Vous l'aurez reconnu, donc l'extrait de Prison Break, les amis. C'était le générique fait par Faf Larage. Mais avant de commencer de parler un peu de cette expérience de Prison Break, qui est un super perso d'ailleurs dans Prison Break. J'ai été gâté. Oui. Au demeurant, j'aimerais faire une petite devinette. C'est quoi le point commun entre Game of Thrones et Prison Break, outre que Constantin? Si vous l'avez. Alors moi je n'ai jamais vu Prison Break. C'est le nombre de saisons. Non, pas le nombre de saisons, c'est un mec qui a bossé dessus, etc. Tu l'as, toi? Alors, un showrunner, pas du tout. Je l'avais pas. Sortir une connerie, mais je l'ai pas. J'ai même pas ma connerie. Je cherchais, mais c'est pas. Plus je te regarde, plus je me dis que t'es parfait. Alors, non, mais alors tout simplement, c'est le compositeur Ramin Djawadi qui a fait la bande-son. Qui a fait la bande-son de Game of Thrones et de Prison Break. Alors, il faut savoir que pour Prison Break, le générique de Faf Larage n'était pas diffusé aux États-Unis. Il a été purement diffusé en France. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Français qui ont connu Prison Break comme moi sur M6 gueulent sur la version de Netflix, puisqu'on a le générique américain et pas le générique français. En France, voilà, et ça c'est un... Ah ouais, bah tu vois, j'apprends. Tu m'apprends un truc là. Et donc dans Prison Break, tu interprètes le personnage donc, de Silas Weir Mitchell. C'est l'acteur ça. Oui, voilà. Et donc c'est un rôle c'est un personnage que tu as retrouvé aussi dans la série Grimm. Oui. Et j'avais envie de glisser cette série puisqu'elle est sous-cotée. Oui. J'adore cette série. Le principe de la série Grimm, je pourrais vous en parler des heures, j'ai tout vu. Ça tu m'as jamais dit par contre. J'aime bien Grimm. C'était un petit, je trouve c'est un petit bonbon c'était ce genre de petite série plaisir. que tu peux regarder le dimanche. De toute façon, c'est pas grave si tu loupes un épisode puisque c'était souvent un épisode, une résolution d'enquête qui est liée au compte, on va dire des. Il n'y a pas trop de fil rouge. Voilà. Et franchement, c'était bien. Ouais. Et cet acteur, j'aime bien moi. Ah ouais, il te colle à la peau. J'aime bien. J'aime bien. Mais moi, je n'en ai pas conscience. Tout le monde me dit, mais c'est une évidence. Moi, je le regarde, je fais, mais non, il est plus grand que moi. Mais tout le monde dit ça. Donc, bon, à un moment donné, je lâche l'affaire, parce qu'il n'y a pas plus mauvais juge que soi-même. Donc, je dis, ok, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Ouais. Mais il me disait, mais c'est une évidence, quoi. Bon, ok.
Et Prison Break, Maxou, toi t'avais Ah regardé? bah quand ça a débuté, oui, j'étais Bah, gamin donc, avec mes frères. Tu te souviens du rôle que Constantin a? Par contre, même disjoncté, de non la série, je Donc crois. c'est- Je sais même pas si j'ai vu la fin en fait de cette série. Non, mais mais je sais Constantin- que c'était un phénomène quand c'est sorti. C'était Constantin incroyable. apparaît très rapidement, il apparaît en saison 1 et il joue la personne qui fait chier Michael en fait, qui arrive à comprendre son tatouage. J'ai le seul à comprendre. Ah oui, le oui, disjoncté, oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais. Bah, non, mais c'est. Non, mais je c'est raconte. Moi, Non, je mais n'ai pas. et puis surtout, Moi, il y avait j'ai beaucoup juste de la revue tatouage, beaucoup de quoi. personnages, donc il fallait s'en Voilà, c'est souvenir. ça. ouais, Et ouais, ouais. moi, je n'ai pas de mémoire, mais je sais que je me souviens à l'époque, c'était vraiment un phénomène. Ouais. C'était Ah, non, la mais- série, c'était incroyable. Ben, je l'ai mis dans mes notes. Hein. Pour moi, J'ai juste un doute. Est-ce qu'en timing, c'est avant ou après 24 heures? Parce Oula. que le système est le même. Oui, C'est et des bah- cliffhangers à chaque fin d'épisode C'est qui ça. t'obligent à revenir. de toute façon, c'est bête à Bah, dire. Est-ce mais que c'était en même temps? J'ai juste un doute dans le timing. On n'est tu pas vois. loin. Ouais, à mon avis, doit on n'est être, pas loin. Je ouais. pense que ça doit être un an avant 24 et Prison Break arrive en fait Un pas petit peu loin. après, ouais. Et d'ailleurs, dans le monde des séries télé, il y a eu un avant et un après 24 Ah bah, c'est clair. et Prison Break. Ah, mais c'est clair. C'est des séries qui ont révolutionné Elles ont- le oui, monde de, bien sûr. Ah ouais, ouais. de visionner. T'as regardé toi, Lulu, un petit Prison Break? Non, je crois que j'étais trop jeune. Si jeune que ça, quand même. Là, c'est le. Non, mais, par contre, là, sur la prochaine, là, je t'attends. Parce que je sais que t'as vu. Ah. Mais par contre, c'était une grosse année 2005. Ah. Puisqu'en 2005, en fait, on te découvre dans Steve Carell. Extrait. Jane m'a demandé de la jouer cool. Et de ne le dire à personne parce que ça nous compromettrait, elle et moi. Donc, officiellement, je ne l'ai pas vue. Mais en vrai, je l'ai vue. Dans notre chambre. Le soir. Et le matin. Et j'en dirai pas plus. On a couché. On a fait l'amour, hein? Eh oui, Michael Scott. D'ailleurs, on Quel t'a souvenir, on t'a oui, offert magnifique cadeau, merci un beaucoup. petit souvenir. Voilà, Michael Scott, rôle iconique. Oh la vache, oui. Oh, Et- J'aurais pas mieux, de toute façon. J'adore tous les personnages que j'ai fait depuis, mais lui, c'est une palette de malade mental. Mais Vraiment. justement, j'allais venir. Quand tu commences à doubler Steve Carell, The Office, c'est ta première rencontre avec lui ou tu l'as déjà fait avant? C'est ma première rencontre. Oh la vache, c'est fou. Et ce qui Max est- la et ce menace qui a est- été fait après. Je l'ai fait grâce à The Office, en fait. C'est arrivé courant peut-être de la saison 1 ou de la 2, je crois, et Max la menace. Et comme je le faisais dans The Office et que ça cartonnait, bah, Oui, ils se sont dit, bien bah, sûr. on garde la même voix et tant mieux pour moi. Ouais, Mais ça colle tellement bien et puis C'est clair. ça doit être tellement génial. Enfin, Steve Carell, Ah il a non, tellement mais des c'est expressions, un des fou furieux. et même les silences Oui. en fait sont importants. Ah ouais, c'est- il est habité tout le temps, lui. Ouais. Il est incroyable, ce mec. Et alors, pour l'anecdote, je sortais un an avant de Dream On. Pour ceux qui connaissent, c'est très ancien Dream On, ça vous dit rien. Bon. C'est par la chanson. très très jolie série. Et malheureusement, ils avaient lancé ça sur Amazon. Et au bout d'un mois, ils l'ont enlevé. Enfin, si j'ai une petite idée, je pense qu'ils ils se sont rendus compte qu'il fallait repayer des droits. Et ils se sont dit, oula, ça va nous coûter cher, donc ils l'ont enlevé. Mais je trouve ça dommageable parce que c'est une super série. Et donc, c'était un... Bon, je vous fais le pitch quand même de Dream On pour vous vendre le truc quand même. Vas-y. Hein. C'est un gamin, enfin c'est l'histoire d'un homme dont depuis son tout petit âge, ses parents le mettaient systématiquement devant la télé, donc c'était des vieux films. C'est une série qui était en 90 sur, je sais plus quelle, une chaîne du câble qui était très connue à l'époque, je sais plus laquelle, ça va me revenir. Et donc il avait tout avalé, tous les films, les vieux films de la Warner. C'était le catalogue Warner. Et il grandit avec ça. Et donc, à chaque fois qu'il a une émotion dans sa vie d'adulte, là, on le retrouve, il a 40 ans, il revoit les extraits des vieux films. Mais c'est des extraits de films connus. Hein. Ok. On voit John Wayne, on voit vraiment... ah ouais, ouais. Et c'est à pleurer de rire. Mais vraiment. Sauf que ça n'avait été diffusé qu'en VO parce qu'il y avait un énorme catalogue de tous les films Warner et qu'ils ne donnaient jamais l'autorisation. Sauf qu'un jour, ils ont fini par la donner. Et donc, on lance le doublage. Donc, vous voyez, c'est une série qui a été diffusée en 90. J'ai fait le doublage en l'an 2000. Donc, il s'est passé 10-15 ans. Donc, le bonhomme, moi, j'étais plus jeune que lui, parce qu'après, quand je l'ai doublé, il avait 15 ans de plus que moi, le gars. Mais là, quand il avait 40 ans, j'avais 40 ans. Donc, ça le faisait. On était 8 pour les essais. 8. J'ai été pris. J'ai eu 6 mois de boulot compact, puisque c'est une série qui existait. Ils n'attendaient pas la diffusion. Il y avait donc 6 saisons de 24 épisodes, vous imaginez. J'ai eu du boulot pendant 6 mois, 2 jours par semaine, que ça. Donc, ça a très bien marché. C'était très drôle. Et donc, la boîte Libra a vu quand même ce que je donnais dans ce genre de personnage. Et un an après arrive The Office, et je croise dans la rue Jean-Pierre Lebrun, qui était le directeur technique de Libra et qui était sur le point de devenir l'associé du patron. Il me dit, Constantin, on va t'appeler, tu vas venir passer des essais, tu vas voir,
Je t'en dis pas plus, mais tape sur YouTube ou Google, tape The Office et regarde. Il se trouve qu'à l'époque, quand je tape, il n'y a que des extraits avec Dwight. Donc je me dis, bon, bah, ça doit être Dwight. Donc je vais aux essais et Martin Brieux, qui dirigeait, me dit, bah voilà, ton personnage c'est Michael. Je fais, Michael ? Merde. Et donc je vois arriver Michael Scott, que je n'avais vu dans aucun extrait sur YouTube. Moi je venais pour Dwight. Donc je passe les essais sur Michael et heureusement, pareil, on était nombreux et j'ai été pris. Et alors là, c'était le cadeau de Noël. Mais pour vous dire que j'étais venu pour un autre. Moi je pensais que je m'étais préparé pour Dwight, qui est un fou furieux aussi. Mais Michael. Mais ils sont tous fous, hein. Ah non, mais ils sont tous cinglés. Justement, Lulu, je sais que The Office, c'est une série que t'aimes beaucoup. Ah oui, tu connais. Ah ouais. Et surtout, c'est ton frère. Mon petit frère, bah en fait on avait commencé, bon c'était il y a peut-être c'est bizarre, j'ai dit c'est la même phrase tout à l'heure à un collègue, ça fait bizarre de dire que c'était il y a peut-être 15 ans ou 15 ou 16 ans. On avait regardé pendant des vacances au Pays de Galles. On s'est dit bah on va commencer à regarder et bah en fait on était piqué, on était rendu puis je comprends. Hein. Puis le doublage il est incroyable. Voilà, mais le personnage en fait il est tellement haut en couleur, il passe par des le personnage est un personnage à lui tout seul. Il a 15 personnages en lui-même mais c'est tellement bien retranscrit, puis franchement, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, non mais clairement. C'est vrai que c'est cultissime. Cette série elle est cultissime. Hein. Mais même moi, quand j'en parlais, je disais mais je m'en fous, VF, VO, mais regardez-la, elle vaut vraiment le coup d'œil quoi. Donc, oui, clairement. Et pour aller plus loin, maintenant, on a quand même la chance qu'elle soit disponible, ce qui n'a pas été le cas. Pendant longtemps, ça a été difficile de la trouver en France. C'était une bagarre entre deux plateformes. Et oui. Je me rappelle de ça. Et maintenant, elle est sur les deux. Tant mieux. Oui, en plus, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Voilà, c'est bien. C'est fou. C'est fou, absolument. C'est énorme. Non, franchement, je suis content qu'on puisse parler un peu de The Office. Et est-ce que tu n'as pas des anecdotes, on va dire, sur sur les studios, on va dire, de The Office quand on a enregistré, tu veux enregistrer ensemble. Ah oui, c'est un souvenir qu'on n'est pas prêt de revoir. Hein. C'est ce que je te disais par rapport au Covid, où malheureusement, maintenant, on enregistre un peu tout seul, mais là on avait tout le bureau quoi dans le studio et surtout on était tous fans de la série, donc je vous dis pas les crises de fou rire quand on regardait en VO, rien que là on était mais mort de rire. Il nous fallait un certain temps avant de reprendre notre sérieux et de pouvoir enfin enregistrer, tellement on était fans quoi. Et on fêtait les Noëls ensemble, on s'est fait des cadeaux moi j'ai eu la tasse de I Am the Boss, tu vois, on s'est fait des cadeaux comme ça, j'ai eu le petit bonhomme qui bouge sa tête, enfin, on s'est tous fait des cadeaux, c'était une vraie famille. On a, pendant toutes ces années, ces 7 ans, en tout cas quand Steve Carell était dans la série, on a vécu, c'était une famille avec les potes. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça va faire combien maintenant, 10 ans maintenant qu'on a arrêté la série, je crois. Et ben, quand on se voit, on est toujours de cette famille The Office, quoi. Et ça, c'est non, c'est exceptionnel. J'ai pas eu beaucoup ne serait-ce que parce que il y avait très peu de guests et que tout se passait entre eux, donc c'était le bureau, donc on était toujours les mêmes. Donc ça a vraiment créé une famille. Et quand ça s'est arrêté, enfin moi, quand je suis parti, je les avais comme ça quand même. Je quittais une famille, je quittais des potes, quoi. Et savoir que eux continuaient et moi, j'étais plus là-dedans, ça. C'était dur. Et puis Carell est tellement touchant, tellement. En fait, c'est ça qui est hallucinant avec cette série, c'est que Steve Carell, donc le personnage de Michael Scott, est à la fois le plus gros connard du monde. Ah oui, il peut l'être, oui. Mais par contre, il est tellement attachant. Il est touchant. Et on a du mal, en fait, à ne pas lui pardonner. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait la force de ce personnage. D'ailleurs, Ikichi, je te conseille sincèrement de regarder cette série. Oui, ça fait des années que vous me vendez cette série et que je dois. Il faut que je la regarde un jour. On continuera. Mais oui, on continuera. On te lâchera pas. C'est le genre de série où tu vas passer du fou rire aux larmes, mais c'est un quart de seconde, et en fait, t'as tellement d'émotions dedans. Ça fait partie de ma. Et ce qui est bien, c'est des petits formats, c'est des 20 minutes, donc tu peux en prendre un, et puis deux le lendemain. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi. Ça passe rapide, quoi. T'as pas regardé The Office, Mais non, alors en fait, j'ai vu des extraits ou des vidéos. Comme tout le monde et en fait rien qu'avec des extraits tu dis mais ça a l'air déjanté quoi. T'as l'univers, t'as déjà l'univers. Bon, puis en fait on a des acteurs qu'on aime bien aussi donc. Et puis il y a tout un univers vis-à-vis de The Office, donc là Michael Scott c'est donc la The Office US, donc ça a été un remake en fait à la base des Anglais qui a été donc lancé par Ricky Gervais à la base, qui est très bien aussi. Qui est très très bien aussi, mais il faut savoir qu'il y a eu un The Office français. Oh oui. Oui. Avec François Berléand. J'ai même envie de dire oui. Je crois que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas bien duré. Ça n'a pas duré du tout. Par contre, j'aimerais sincèrement faire un petit big up en fait à la personne qui a écrit le bouquin qui est derrière toi, Constantin, qui s'appelle Marie Cassabonne, qui a fait le bouquin Slasher et qui a écrit un bouquin sur The Office France avec des entretiens des scénaristes et tout ça, de savoir comment ça a été en fait intéressant. Donc il est dispo aussi ce bouquin. Super intéressant déjà d'une parce que c'est
très très bonne écrivaine. Et franchement, rien à dire. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je voulais juste dire, pour rester sur Steve Carell, ce que je trouve incroyable chez lui, c'est la générosité qu'il a aussi, cet homme, parce qu'il a un rôle écrasant, mais il laisse la place aux autres aussi. Parce que The Office, bien sûr qu'on pense à lui, mais on pense aux autres. On parlait de Dwight, mais il y a tous les autres. Enfin, je veux dire, Andy, tout ça, c'est des fous furieux quand même. Et l'amour, c'est peut-être la plus belle scène de déclaration de mariage entre Jim et Pam. Enfin, je veux dire, cet amour que eux deux ont, et ça traîne pendant un bon moment quand même. Ah oui. C'est, enfin, je veux dire, tout est remarquable là-dedans. Tout est remarquable. Et c'est vrai que je me disais, mais Carell, il est écrasant par son personnage. Il a une palette, etc. Mais il laisse la place aux autres. Et ça, c'est fort. Je trouve ça très fort. Il aurait pu tout bouffer, hein. La série, c'était pour sa gueule et il laissait les miettes aux autres. Bah non. Et ça, et j'ai vu après, moi, pour avoir la chance de continuer à doubler Carell, il y a pas mal de films où il garde les copains. Hein. Il en prend un de là, il en prend un de là. Donc on voit bien qu'ils ont soudé un truc. Entre lui et Jim, enfin, je sais plus comment est son nom. John Krasinski. Ouais. Ils sont potes, hein, tous les deux. Hein. Ils sont vraiment potes. Hein, donc, d'ailleurs, et ça m'étonne pas, parce que voilà quoi. Alors, je sais pas du tout, tu me diras si tu l'as fait ou non, mais en fait, dans le dernier film de John Krasinski, donc qui est Blue and Company. Mais ils ont pris un Star Talent. Ils ont pris Star Talent. Je sais plus qui c'est. Erreur, les amis. Ils ont pris un Star Talent. Ouais. Ah là 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 là. Donc, on a attendu parce que justement, avec Stéphane Pouplard qui faisait Jim, on s'était dit, on se mettait au courant, puis j'ai dit, bah non, tu vois, ils m'ont pas. Star Talent. C'est pas possible, là, les amis. Toujours les mêmes erreurs. Hein. Mais la VF aussi, pour revenir à la version française de The Office, t'as vu, je suis bavard, hein, Dimitri. Ah, tu as raison, tu as. Non, mais les amis, je pense que c'est super intéressant. Je pense que ce qui n'a pas marché pour la version française, c'est qu'ils ont mis un délire américain, anglo-américain. Ça marche pas. S'ils avaient fait une ambiance de bureau à la française, parce qu'il y a une ambiance de bureau à la française, ça aurait mieux marché. Caméra café. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, De toute façon, ça voilà, marche. Mais voilà. Oui. Tu vois, ça me venait pas à l'esprit, caméra. Mais voilà, Caméra Café est l'exemple type. C'est français, là on est bien, tu vois, donc ça marche, ça nous fait rire. Ah oui, Jean-Claude, il est français, hein. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ils ont trop voulu faire quelque chose qui n'est pas notre culture. Et ils ont fait un bide, et c'est pas étonnant. Non, mais en soi, ils n'ont pas eu le courage de franciser l'affaire. Je suis d'accord avec toi. Et par contre, tu vois, au niveau de Caméra Café, c'est clair que eux-mêmes, au moment de. Et ça repasse en ce moment à la télé, il y a des vannes qu'on pourrait pas refaire aujourd'hui, malheureusement. Oui, quand je vois ça, je me dis. Ah la vache, oui, ils allaient loin. Ah, ils allaient loin. Mais c'était très très bon. Moi, par contre, tu vois, j'ai été fan de. Ah oui, Caméra Café, j'adore. Mais même un gars, une fille. Ah oui. C'est des petites formes. En fait, c'est des bonnes vannes. Ringard entre guillemets de l'époque, un peu lourde, mais qu'on aime tous au fond, mais qu'on aime tous, et qu'on ressort et qu'on ressort, bien sûr. Après qu'aujourd'hui on dirait. Tu dis ringard de l'époque, mais attention, des gars comme Jean-Claude, j'en connais à l'heure actuelle. Ne t'inquiète pas. Il y en a qui passent, ils sont intemporels. Ils sont intemporels, ceux-là. Parce que dans le veston aussi, non? Ah non, puis maintenant. Ça, par contre, ça, c'est vrai que ça s'est vachement amélioré. Mais c'est pareil avec la cigarette, ils se sont calmés parce que au début, voilà, ils se sont cherchés aussi. Et puis finalement, la cigarette, ça a disparu un petit peu aussi du paysage audiovisuel. Bah, la cigarette et puis et l'alcool dans les entreprises, c'est vrai qu'on en discutait. Si tu reviens début des années 2000, il y en avait encore beaucoup. Bien sûr. Et là, maintenant, c'est totalement fini, quoi. Et tant mieux. Et tant mieux pour la santé. Et si vous voulez rigoler juste pour clôturer The Office, tapez la version québécoise. Ah ouais. La version québécoise. Et c'est à pleurer de rire. D'accord. Et ben, The Office, je crois que j'ai dû entendre un peu. Ça s'appelle La Job. La Job. Mais là, il y a une version australienne qui va sortir. Oui, absolument. Et c'est fait par Prime aussi. Et par contre, la série australienne, ce sont des femmes. Michael Scott et Dwight sont des femmes. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Mais il paraît que c'est très bien. Ok, d'accord. Mais la version québécoise, ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est en Québec. Enfin, ils sont québécois. Hein. Et, je dis La Job déjà pour dire. C'est génial ça. La Job. Rien que le titre, La Job. La Job, c'est fou. Voilà, c'était voilà. GG aurait été là, il nous aurait fait l'accent québécois. D'ailleurs, on le salue, notre GG. Continuons un petit peu. Donc là, les amis, on va arriver sur du lourd. 2008. Et là, tu rentres dans la cour, j'ai envie de dire des grands, surtout côté pop culture et monde des geeks, puisque tu incarnes Harvey Dent dans Double Face, dans The Dark Knight. Extrait. Je cherche à m'échapper. Il n'y a aucune échappatoire possible. Vous ne voulez pas blesser ce garçon, Harvey? Ça n'est pas une question de volonté, mais de justice élémentaire. Tu as cru qu'on pouvait être respectable en des temps détestables. Et tu as eu tort.
Alors je dois avouer les petits frissons. J'ai eu les petits frissons dans le dos en écoutant l'extrait quand même. Extraordinaire Là, film. C'est dommage qu'on le voit pas plus à René Carte en ce C'est un moment. bon ouais. acteur, je suis d'accord avec toi. C'est un bon acteur. Ouais. Tu l'aimes bien dans quel film, Maxime? Parce que Maxime, Non, alors, bah, tu le connais pas, mais il a toujours Ah non, les c'est- références que personne ne connaît. C'est vrai, Non, mais c'est alors, vrai. j'ai adoré. Alors évidemment, ce film-là, de toute façon, c'est une référence dans le cinéma aujourd'hui. Hein, The Dark Knight. Ah, bien sûr. Ah bah la c'est- trilogie voilà. Nolan. Non mais voilà, ça c'est clair et net. Non, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien Sully, par exemple. Oui. Voilà, tiré d'une histoire vraie. Hein, Oui. avec Clint Tom Hanks. Eastwood quand même. Et un Clint Ouais, Eastwood, mais dans la de toute réalisation. façon, moi j'adore les acteurs, certains qui deviennent réalisateurs comme Eastwood, Mel Gibson, ils font toujours voilà des Un bon films, travail, ouais. c'est incroyable. Et 2025 est une année où on a un Mel Gibson au cinéma, déjà c'est cool. Mais oui. Il sort ce mois-ci, c'est Vol à haut risque. Oui, Ouais, oui, oui, avec d'accord, Mark Wahlberg. Avec Mark Wahlberg, Voilà. exactement. Et qui sera en partie chauve. C'est vrai. Oui. Il a une calvasse, il a une Gérard Jugnot. Exactement. Il a une Jugnot. Exactement. Il a une Jugnot. sur la moustache. Non, sans. Exactement. Ah, magnifique. Non, j'ai bien aimé aussi La Chute de la Maison Blanche. Ah oui, Moi, j'adore c'était ce genre bien, de c'était film où bien tu te prends aussi. pas la tête, ça pète de partout, c'est génial. Alors, est-ce que tu Voilà. as vu celui où il est coach de boxe, histoire vraie aussi, où il entraîne un Italien à la boxe. Lui, il était anciennement l'entraîneur de le plus gros, le black archi connu de boxe, tu sais, celui qui a mordu l'oreille là. Tyson. Tyson, Ah il oui, était Tyson, l'entraîneur oui. de Mike Tyson et donc il a entraîné ce jeune homme, ce jeune boxeur qui était là, italien, et il a eu un accident terrible où il s'est pété les cervicales, tu sais, et il revient sur le ring. Vous avez Ah, pas entendu? d'accord. Ah, non. Ça s'appelle, je vais vous retrouver Ok. le titre à la prochaine pause, mais il vaut le coup d'œil. D'accord. Et là, René Carte, il a pris, je crois, il a dû se faire un excès de, il a pris 30 kilos, et il a une calvitie. Et il est coach de boxe, quoi. Ok. Alors, du coup, Performance il est prêt incroyable. à, aussi quand, à les- parler comme ça, il parlait avec un truc là. Ah, c'est incroyable. Je me suis amusé sur ce personnage. C'était pas le beau à René Carte, tu sais, Ouais. le beau blond là. Il s'était défiguré. Je suis 30 kilos et il est largement crédible. Hein. Il a Et fait c'est un co- très beau film. Je vous retrouverai le titre. Il a fait comme son collègue Christian Bell, oui, qui est habitué Oui, à oui, aux transformations Bah, physiques. ouais. Oh là. Je suis toujours très. Ils sont fous, hein, parce que ma C'est pour la femme qui santé, s'y connaît ouais. au niveau de l'hygiène, elle me dit c'est une erreur Ah, c'est pas bon monumentale. du tout, Mais hein. bon, écoute. Eh, c'est pas bon du tout, même pour par exemple comme un mec comme The Rock qui entretient un physique Oui. comme ça tout le temps, c'est pas bon du Passé tout un parce certain que âge, avec l'âge c'est ouais. difficile de tenir un physique. Hein, je pense Bah, Maxime, tu dois, bah t'es oui. obligé d'être sous-produit. Mais bien sûr. Bah oui. Bien The Rock, sûr, t'es et obligé. c'est- On l'a c'est- vu avec l'acteur Dave Bautista, Ah oui, qui lui a Ah perdu oui, du poids voilà, parce il a qu'il a dit perdu. justement que déjà qu'il voulait se crédibiliser pour faire d'autres rôles Bien sûr. et que c'était dur aussi de Après, tenir un c'est physique comme ça. c'est Regardez plus ça, ouais. en vieillissant, je pense, voilà, des problèmes de santé qui vont, voilà, oui. qui vont survenir. Bah Oui. bien sûr. Et justement, moi j'aimerais savoir quand tu attaques un rôle comme ça, donc tu es au courant que c'est double face, est-ce que tu as une pression supplémentaire ou tu es un petit peu comme Michel, quand on avait reçu Michel Vignier, l'émission est disponible, mais en mode non mais c'est le boulot, je sais ce que je dois faire. Écoute, déjà, pour répondre à ta question, je vais démarrer par une anecdote là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de Max la Menace. C'était le moment où je doublais de Max la Menace. Donc j'étais avec Jenny Gérard, qui restera et qui restera la plus grande directrice artistique que je connaisse. Elle a fait tous les gros films. Tous les gros films ont été faits par elle. Et donc c'est elle qui dirige Max la Menace. Et elle avait une petite voix comme ça quand elle parlait. Elle me disait mon petit Constantin, je sais qu'on se voit lundi après-midi à Saint-Ouen pour enregistrer Max la Menace, tout ça. Il se trouve que dans le sud de Paris, chez Audiophase, j'ai un film annonce à faire. Alors je me dis que ça serait bien que tu viennes faire le film annonce avec moi. Comme ça, on prend ta voiture puis on remonte au studio. Donc j'avais compris que c'était par intérêt, mais je dis écoute, j'ai un cachet à prendre sur un film annonce. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire les films annonces, avoir les rôles dans le film annonce, mais pas faire le film. Maintenant, c'est plus difficile. En principe, si on vient pour le film annonce, on fait le rôle derrière. Mais là, non. Et donc, je vais la rejoindre le matin là-bas à Audiophase, et elle me dit c'est le petit blond là. Et le petit blond, c'était Harvey Dent. Donc je fais le film annonce de Batman, mais je savais pas que c'était Batman. Je débarquais, tu vois. Et une semaine après, elle m'appelle et elle me dit écoute, Laurie a beaucoup aimé ce que tu as fait, tu as le rôle. Ah ouais. Et là, la pression, elle arrive. Parce que là, d'un seul coup, on te dit c'est Dark Knight, c'est Nolan, c'est gros truc. Et puis tu vois les scènes arriver, tu vois comment ça joue et tu fais waouh, papa. Mais, encore une fois, c'est le boulot. Donc je rejoins Michel. Sauf que j'ai eu une expérience. J'en ferai pas la même erreur. Souvent, on nous invitait aux avant-premières. On pouvait aller voir le film avant, en anglais, dans une salle privée, etc. Et c'est pas forcément une bonne idée parce que quand tu vois la prestation de l'acteur, tu te dis mais je vais jamais arriver à faire ce qu'il fait.
Et donc, quand tu arrives pour après le doubler, putain, tu te mets une double pression qui n'est pas nécessaire. Donc là, il s'est trouvé que Dark Knight, heureusement, je n'avais fait que la bande-annonce. Donc je voyais que la bande-annonce, tu voyais déjà que t'en prenais plein la gueule. Mais je ne savais pas du tout ce qu'allait faire Aaron Eckhart. Donc je le découvrais au fur et à mesure. Donc tu as moins de pression. Mais j'ai fait un film que je ne vous dirai pas parce que c'est pas un bon souvenir. Le résultat est bien, mais je me suis mis une pression à cause de ça, parce que j'avais vu le film avant, et ce que j'avais vu m'avait impressionné, et donc je suis arrivé avec trop de pression. Ok. Et c'est pas une bonne idée. Finalement, quelque part, voir le film avant n'est pas forcément toujours une bonne idée. Voilà. En tout cas, Bruno Scholl nous avait dit que lui, il avait vu le film avant sur Interstellar. Ah oui, sur Interstellar, ouais. Et pareil. Bah, on va dire pour Bruno, quand il nous en avait parlé, la connexion avec Matthew McConaughey, elle est facile pour lui. Ah oui, donc en gros, il avait pas, j'ai pas eu la sensation que ça avait été très, en tout cas, difficile sur l'enregistrement. Par contre, il nous avait dit que ça avait été un travail de minutie. Genre, ils avaient passé, je sais plus combien de temps, juste sur le lancement, tu vois, juste le mot lancement pour qu'il lance le décollage, etc. Parce qu'il voulait un truc bien spécifique, le directeur artistique, et là, ça a été complexe. Difficile à trouver. Ouais, parce que pour Interstellar, il avait très peu d'éléments, on va dire, à l'écran. Bah oui. Tiens donc. Toi, t'as connu ça aussi. Voilà. On y reviendra. C'est d'ailleurs le prochain chapitre, les amis, puisque là, comme vous avez pu le voir déjà la carrière de Constantin, elle s'enchaîne de fou sur les années. T'as pas arrêté. Oui, j'ai cette chance, je n'ai pas arrêté. C'est vrai. À partir d'un certain moment, j'ai pu arrêter. Ouais. Le miracle continue, les amis, puisque en 2011, tu arrives et là, Game of Thrones, tu interprètes Tyrion Lannister. D'ailleurs, j'ai un petit extrait qui va forcément coller les poils à Ikichi. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas assassiné Geoffrey, mais j'aurais bien aimé l'avoir fait. Voir votre bâtard vicieux crever m'a procuré plus de plaisir qu'un millier de catins par jour. Oh oui, j'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. Je vais laisser un peu la parole à Ikichi. Moi, j'ai déjà beaucoup discuté. T'es un peu l'expert de Game of Thrones. Qu'est-ce que t'as envie de poser comme question à Constantin? Déjà, scène exceptionnelle. On sent déjà toute l'âme qui est mise dans cette... Après, Tyrion, c'est pas un personnage en plus qui a des scènes avec des moments émotionnels impactants comme ça. Donc dans le doublage, peut-être moins aussi, parce que c'est vrai que c'est pas un personnage qui a eu des scènes mémorables, mais cette scène a été reprise des milliers de fois sur les réseaux, tellement elle est mythique. Et puis, on sent le... Et puis, vous êtes aussi un des rares rescapés d'avoir fait toute la série, finalement. C'est vrai. Ils sont très peu. Oh la vache. C'était nouveau, ça. C'était... Game of Thrones aussi a amené ce concept qui est mais personne n'est à l'abri. On en était à faire des paris entre copains, enfin entre comédiens, en disant même t'es le vous ne prochain. saviez pas qui c'était. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, la bataille navale, quand je prends un coup de sabre dans la tronche, mais j'ai flippé moi. Et heureusement, à l'époque, c'était chez Orange et il y avait le responsable Orange qui était là et il me fait... Tout va bien, Constantin. Donc j'étais rassuré. Je me suis dit, je vais pas être de la saison prochaine, tu vois. Donc, vous vous attendiez pas à faire toutes les saisons. Vous ne saviez pas du tout où votre personnage allait. Au départ, on sait pas. Tu sais, on sait pas du tout. Tu peux me tutoyer. Hein. Sinon, ça me vieillit. Non, tu peux. Et c'est vrai que je me souviens quand on a démarré la première saison. On voyait qu'il y avait quelque chose de fort, de puissant, mais j'étais loin d'imaginer que ça allait faire le carton qu'on imagine et qui s'est passé. Là où je l'ai compris, c'est quand il y a eu l'épisode de la bataille navale et que j'avais lu que le budget de cet épisode-là avait été le budget de la saison 1 totale. Et là, tu fais, OK, HBO a bien compris ce qu'ils avaient dans les doigts. Ouais. Là, ils vont balancer la thune et ils savent que ça va rentrer. Donc là, je me suis dit, on est parti sur un gros truc. Mais au départ, moi, il y avait des histoires de dragons, c'est pas trop mon truc, tu vois, mais en fait, tu comprends vite que c'est un prétexte. Le thème n'est pas là-dedans du tout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les rapports de pouvoir des gens, etc., la manipulation et tout. Et c'est brillantissime. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se faisait des paris. Et alors là-dessus, j'en ai un paquet d'anecdotes. Donc celle que je vous ai racontée où là j'ai vraiment flippé. Et puis il y a surtout la scène où Tyrion tue Tywin dans les toilettes. Ça, je faisais ça avec Philippe Catoire, sauf que Philippe a fait la scène avant moi. On n'était pas dispo le même jour, donc il l'a fait tout seul. Et le soir où il a fini la journée, je reçois un texto de sa part et il me dit « Je te hais ». Vous ne saviez pas. Parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Et il me dit bah voilà, parce que tu verras. Il est magnifique sur Tywin, Philippe. Ouais. Ah oui, exceptionnel. Il perdait un rôle, quoi. Mais bon, évidemment, c'était du deuxième degré, mais ça m'a fait mourir de rire, tu vois. Donc au fur et à mesure, comme ça, on voyait les trucs se passer et à chaque fois, on se disait quel va être le prochain, quoi.
Mais à un moment donné, je me suis dit, ils peuvent pas tuer Tyrion. S'ils tuent Tyrion, il n'y a plus de série. Ouais, c'est vrai Je qu'il vois avait pas quand même qui cette âme pouvait- impactante. ouais, cette ouais. âme dans toute Personne toute d'autre, la série. même Jon Snow, pouvait pas tenir la série sur les épaules. Enfin, je voyais pas le truc. Trop taiseux. Avec Benjamin, qui est le double, on s'est marré, surtout à la fin. Quand Tyrion vient le voir, non. D'abord, c'est Jon Snow qui vient me voir dans la prison, tu sais, puis après, les rôles s'inversent. C'est lui, du coup, comme il a tué Daenerys, il va le voir. Donc, mais dans la cellule, il n'y a que Tyrion qui parle, l'autre, il parle pas. Et je voyais mon Benjamin devant l'écran, il disait, mais parle, tu vois. Parce qu'évidemment, nous, on est payés à ce qu'on raconte, tu vois. À Et il la dit, putain, ligne, mais ouais. je gagne rien. Et Tyrion qui parle. Ah, c'est vrai qu'il parle énormément. C'est un- le personnage qui a le plus Ah ouais. d'éloquence dans la série. Jon Snow, c'est un Il taiseux, fait finalement. ouais. Il dit très peu de choses, tu Mhm. vois. Et donc, mais on s'est marré, vous pouvez pas savoir, à chaque fois c'était ça. Et puis, tous ceux qui savaient pas que je faisais Tyrion, quand ils venaient en guest, etc., ils voyaient l'arrivée de la scène, bon, ils me voyaient bonjour et tout, puis ils voyaient le truc, puis ils me voyaient me lever pour faire Tyrion, et c'était des éclats de rire tout le temps, tu vois, en disant, mais comment un mec d'1m85 vient ça, faire ouais. un petit bonhomme, tu vois. Donc ça, à chaque fois, c'était les rigolades, et puis on n'hésitait pas parfois à balancer des conneries pendant la prise, tu vois. Non, c'est un souvenir incroyable. Et Laurent fait partie de ces derniers qui s'est battu pour qu'on continue à enregistrer ensemble. Donc j'ai fait beaucoup de scènes avec mon frère. Mais là où j'ai eu le plus de scènes, c'est avec l'eunuque. Comment il s'appelait l'eunuque ? Varys. Avec Varys. Là, on a fait toutes les scènes ensemble. Ma sœur aussi, Cersei. Et puis avec Patrick Béthune, paix et son âme, qui faisait, je sais plus comment s'appelait son personnage, le bras droit de Daenerys, qui était fou amoureux d'elle et qui se bat jusqu'au bout pour elle. Tu sais, Oui, qui le- est touché par la maladie oui, des hommes de pierre. Comment il s'appelle le son nom, personnage ? Enfin, tu vois de qui je parle. Jorah Mormont, voilà. Merci. Mormont. Merci Gary. Merci. qui est, Heureusement, il y a... Waouh. Ah bah Gary, Mais, c'est... non, mais au-delà de Et, ça, en plus, et c'était Game of- Patrick qui est de Béthune qui est donc doublé qui Sunderland, que tout le métier adorait. Et ça, voilà, j'ai des bons souvenirs avec lui. Mais Et au-delà de pareil, ça, lui, il a eu ça aussi. Pardon, excuse-moi. Non, du non, coup, il n'y a pas de souci, pardon. Pareil, les mêmes scènes où il dit rien du tout puisqu'il me kidnappe, tu sais, sur Oui, oui. la barque. Ah oui. Et il y a que Tyrion qui parle. Et Patrick se mettait dans l'écran, mais il disait, mais parle. C'est vrai qu'il parle énormément. Donc moi, à ça, chaque ouais. fois, j'étais dans mon coin, et j'avais presque honte, des fois en disant, les gars, désolé, mais c'est moi qui rafle. Et Tyrion, c'était ça. À chaque fois qu'il arrivait, c'est lui qui rafle, quoi. Il raflait tout le temps, quoi. Et d'ailleurs, ça a été un des personnages les plus appréciés de la série, Tyrion. Ah oui, bah Et oui. il a une communauté qui est fou, populaire, ouais. d'ailleurs. Voilà, quoi. Mais ça a énormément popularisé Peter Dinklage de manière générale, et puis vous avez continué de le doubler dans tous ces futurs films. Quasiment tous, ouais, quasiment Hein tous. X-Men. Des Futurs Ouais, Past, X-Men, ouais, j'adore aussi. c'est bien Constantin. Ouais, C'est le ouais. docteur Tarsk. Ouais, c'est ça. Tarsk ou Tarsk. C'est le créateur des Sentinelles. Ouais, Dans c'est ça. l'univers Ouais, c'est dans ça. l'univers de X-Men, C'est un etc. méchant. Voilà. Professeur. Et, Tarsk. ouais, non, et à chaque fois que j'ai vu Peter Dinklage à l'écran, en tout cas, c'était toujours Oui, toi qui étais derrière. J'ai donc, eu la chance de. Le dernier en date, c'est Brothers avec Josh Brolin, qui est très drôle. Ils sont frères tous les deux. Ok. Enfin, Oui, un j'ai cru grand voir ça, et le mais petit. j'ai pas- ouais. Regardez-le, c'est le genre de film beer pizza. Tu te marres. Ok. C'est le genre de film de j'ai cru voir Maxime, ça alors. et sans prétention, deux frères ringards. Et c'est très sympa. Après, il y en a d'autres que je vous conseille. Il y a Hunger Games, mais ça, je pense que vous devez le connaître. Oui, en oui, tout cas, oui. celui où il est lui, mais il y a toute la. C'est le toute la dernier en date, série. hein, Hunger C'est le Games, dernier, hein. ouais. Et c'est surtout. Moi, j'en ai un en tête, mais je sais pas si c'est celui-là que t'as. C'est celui où il est mafieux, c'est le patron de la mafia. Moi, j'en ai un qui est sur Netflix, qui s'appelle A Care A Lot. Voilà, c'est celui-là. A J'ad- Care A Lot, c'est un petit bijou. J'adore. On est d'accord. J'adore Dimitri. ce film. Si vous l'avez pas vu, D'accord. Ah, c'est sur Netflix. ouais. Franchement, c'est au J'ai top. Et donc, Pixels en tête. Hein Moi j'ai Pixels en tête. Ah oui, mais évidemment. Oui, Mais c'est bien Pourquoi aussi. tu as Parce qu'il a le mulet. Ah oui, non, bah oui. Là, je suis désolé, mais il y C'est a un vrai. look aussi qui va avec. Mais Incroyable. je me suis bien marré sur Pixel. Ah bah oui. Pareil, il avait ce petit côté, il avait Ah oui, ce ah bah oui, petit non, côté mais, rocker comme Je ça. sais pas fallait si, aller le par chercher. contre, je sais ouais. pas si le film a vraiment fonctionné. Pixel, Ouais. écoute, il a une reconnaissance de ceux qui jouent à arcade, quoi. Tu Ouais. vois, ça a pas trop mal marché, mais ça n'a pas été un coup énorme. Hein. Mais c'est le petit film clin d'œil, pareil, chips, pizza, Oui. ado. Mais pour le doublage de Tyrion. Donc, on est d'accord qu'à chaque fois que tu doubles, tu n'as pas vu les images avant ni en VO comme les films. Ah, alors attends, si. À l'époque, on pouvait encore. Oui, c'est à Pourquoi? partir d'une Parce certaine que on était assez collé à la diffusion américaine. Donc mon fils, qui était fan de la série, téléchargeait la diffusion aux États-Unis, mettait ça sur sa clé USB, D'accord, ouais. allait voir ça avec ses potes le lundi soir, et il me faisait un brief. Soit il me le montrait, soit il me disait, ah, tu vois. En off, quoi, pour que tu Voilà, puisses donc j'avais t'imprégner un de- petit peu les choses, tu vois. Et je te raconte ça parce que, donc du coup, ça m'aidait un petit peu. Déjà, je savais
quel genre de la présence qu'il avait, avec qui il jouait, etc. Bon, c'est toujours sympa. Je me disais, bah tiens, je vais enregistrer avec un tel, etc. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment donné, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que nous, on a eu les éléments avant les Américains. C'est-à-dire qu'on faisait le doublage, ça n'avait pas encore été diffusé aux États-Unis. Et c'est une époque où mon fils avait un poil dans la main, comme ça, dans ses études. Et j'ai dit, écoute, je sais tout avant toi, Alex. Donc maintenant, si tu te mets pas à bosser, je te spoil. Et je vous jure que c'est vrai. Ça a marché. Il s'est remis aux études. Incroyable. Alors, concernant le spoil de cette série, moi j'avais vu des pranks où les mecs marchaient dans la rue et ils disaient t'as pas vu la saison 7 Thierry Lannister il se fait derrière tuer et les gens ils étaient là non il va se pas. Qu'est-ce que j'ai ri mais c'est génial, l'idée était géniale. Bah, c'est la série dont on ne veut pas se faire spoiler. Et ça a été le cauchemar pour plein de personnes. Mais je me rappelle d'un couple où elle s'est arrêtée, elle a dit il vient de ruiner ma vie. Oui, il vient de ruiner ma vie. Enfin, tu vois jusqu'où ça va, les expressions. Ah ouais, non, mais l'idée, elle est folle. Ah, t'as vu, je suis trop triste. Ce prank était horrible. Après, ils allaient quand même voir les gens en disant non, on déconne. Et là où je voulais en venir, c'est que du coup, ça t'est jamais arrivé de doubler en direct, on va dire, et de découvrir et de te marrer au moment de. Si, bien sûr. Ah bah, c'est la scène pour moi la plus drôle pour lui. C'est quand son père, Tywin, il dit tu vas aller sur le combat, sur le champ de bataille, et il dit à l'attaque, et il se fait écraser par les soldats derrière. Et il a rien vu de la bataille. Oui. Et ça, j'ai pas pu la faire tout de suite, la scène. Hein. Je riais. C'est là où ils sont forts, les Américains. En France, on sait pas faire ça. On sait pas mélanger le drame avec la comédie. À un moment dramatique d'une bataille, quand même, ça y va. Putain, ils mettent la blague où il se fait écraser par les mecs derrière parce qu'il est devant et qu'il est nain. Et ça, les Américains, ils savent faire ce mélange des gens. En France, on sait pas faire ça. C'est vrai qu'en France, on sait pas. Par contre, les Coréens, ils savent bien faire ça aussi. Oui, mais il y a qu'en France, hein, parce que les Italiens savent faire. Le cinéma italien, il est extraordinaire. Les Espagnols, on passe du rire aux larmes sans problème, quoi. Il n'y a qu'en France. Tu trouves qu'on se prend trop au sérieux dans le cinéma français Et inversement, dans la comédie, je trouve qu'on est trop dans la comédie, du coup. C'est ça, on ne sait pas faire le mélange des genres. Ouais, on sait pas faire le mélange des genres. Et c'est dommage, parce que je suis sûr qu'on saurait. Mais c'est pas dans notre culture, je crois. Je suis assez d'accord. Après, tout à l'heure, là, tu as plus ou moins évoqué. Est-ce que tu as plus ou moins évoqué le sujet de l'argent. On va pas rentrer dans les détails, on va dire, de sommes, etc., bien entendu. Mais honnêtement, pour vous, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est de faire une série sur 8 saisons ou est-ce que c'est de faire un gros film comme The Dark Knight? Financièrement? Ouais, financièrement. La série, bien sûr. Ok. Oui, parce que... Alors maintenant, on travaille de plus en plus vite, mais pour vous donner une idée, on faisait 2 épisodes par semaine. Alors, c'était une semaine tous les mois, je crois, à l'époque de Game of Thrones, si je m'en souviens bien. Donc, on faisait une semaine pour 2 jours. Dans la semaine, je venais une journée et demie, 2 jours. Donc, si on calcule, s'il y avait 10 épisodes, tu vois, je venais une vingtaine de jours, enfin entre 12 et 20 jours. Un film, Dark Knight, je l'ai fait en 3 jours, moi, mon rôle. Ok. Donc, tu vois... Sauf, je sais pas si Michel vous en a parlé, au cinéma, les comédiens, quand on sent qu'on s'est plus ou moins imposé sur le rôle, on peut demander un gré à gré. C'est-à-dire que c'est toi qui détermine le tarif. Ce que faisait Poivet sur Bruce Willis, il disait, moi je fais le film pour tant. Michel nous en a parlé. Je pense que Michel a dû vous en parler. Michel nous en a parlé justement pour Iron Man, puisqu'il a demandé en fait une somme. D'accord. Et il nous l'a dit. Alors il nous a pas dit la somme, et je te demande pas de nous donner des sommes, loin de là, mais pour ça on a évoqué ce sujet-là avec lui. Et en gros, Paramount t'avait dit yes, on vous donne la somme. Plus le traducteur qui est. Donc voilà. Donc quand tu en es là, ça c'est vrai que c'est plus intéressant parce que là, ce que tu gagnes là dans ta demande, tu la gagneras pas avec une série où tu gagneras moins. Moi, ça ne me dérange pas de t'en parler parce que je ne veux pas ça. Je veux pas de gré à gré. Je trouve que pour une fois, dans notre métier d'acteur, il y a une grille juste. C'est-à-dire que je prends un exemple un peu inventé, mais enfin, on n'est pas très loin de la réalité. Depardieu va venir faire une petite présence dans un film, il va toucher plus que le premier rôle. C'est pas normal, ça. Je suis d'accord. Ça n'est pas normal. Je veux dire, en termes de travail, ça n'est pas normal. Et j'ai trouvé que pour une fois, dans le doublage, c'est au lignage. Tu fais 30 lignes, tu touches pour 30 lignes, t'en fais 5, tu touches pour 5, t'en fais 150, et que tu t'appelles du Schtroumpf, du machin, du bidule, c'est comme ça que ça se passe. Et je suis fou furieux de ce système de gré à gré que je ne trouve pas très juste, et je suis fou furieux des Star Talent qui prennent des millions là-dessus. Ils savent pas ce que c'est que le doublage, il faut leur apprendre comment on parle, comment on joue. Alors là, je parle surtout pour les youtubeurs, ça y est, je suis en colère. Mais Michel avait eu le même énervement en parlant de ça. Je pense qu'on en parlera sûrement un peu plus tard, j'ai peut-être attaqué le sujet un peu tôt, mais ça me rend... Ça m'énerve, parce que je trouve que pour une fois, on avait un système juste,
Et on a encore trouvé le moyen de le pervertir. Alors, on m'a expliqué à l'époque que c'était parce qu'il y avait des comédiens qui étaient trop marqués par un rôle et ça leur faisait préjudice derrière. Peut-être, à un moment donné, on m'avait dit ça pour Patrick Poivet, mais après, je me suis dit, attends, je l'entends sur Rire et Chanson tous les jours. Sur Bruce Willis, il fait d'autres personnages, il fait de la pub, ça n'a pas l'air d'avoir trop. Mais j'ai rien contre Patrick, c'est pas contre Patrick, c'est contre le système. Je trouve pas ça juste, quoi. Ouais. Pour une fois, il y avait vraiment un truc juste. Et là, il n'y avait pas de star de machin, tu venais pour le truc, tu faisais tant de lignages, voilà. Et ben, on a encore trouvé le moyen de pervertir ce système. C'est une question de publicité, je pense. Ils savent que la personne a une communauté, qu'elle est présente sur les réseaux. Ça pour les youtubeurs, tu veux dire? Oui, voilà, pour les stars ou les chanteurs, que vous êtes moins, vous les comédiens de doublage, vous êtes moins, on va dire, actifs et moins reconnus, en tout cas physiquement. Donc je pense que c'est juste une question de pouvoir faire vendre un film. Et pourtant, c'est comme on disait en off, en fait, tu mets la voix d'un personnage dont tu as l'habitude, qui colle super bien, t'as pas envie de voir le film, t'as pas envie de voir la série, quoi. C'est vrai. Voilà, non, mais c'est vrai, ça te sort du truc. Ouais, ça te sort du truc. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais c'est ce qu'on se disait avec Dimitri tout à l'heure avant l'émission. On en est aujourd'hui à se dire qu'on va prendre un YouTuber, soit à l'image, soit en doublage, parce qu'il a 2 millions de followers. Donc c'est une garantie de remplir la salle. Alors, déjà, je ne suis pas persuadé de ça. Mais même si c'était le cas, alors ça veut dire que maintenant, on remplit une salle parce qu'il y a un mec connu, pas par sa qualité artistique, simplement parce qu'il a des followers. Non, on est tombé sur la tête. Une salle, elle se remplit si le film est bon. Si les comédiens sont bons, si c'est drôle, si ça marche. Là, on veut nous faire croire maintenant que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On remplit pas les salles parce que c'est bien. On remplit les salles parce que le mec a des followers. Bon, on marche sur la tête. Moi, ça me. Alors là, je me dis, mais dans quel monde on est, quoi? On rentre dans les travers justement de l'industrie du cinéma où justement l'artistique devient l'industrie. Ouais. Et ça, c'est dommage. On en discutait un petit peu pour Squid Game en off, Exactement, nous aussi, il y a quelques jours. puisque là, ça s'étire. Il va y avoir un univers étendu, ce qui est très très cool. D'ailleurs, bon, on va continuer dans Squid Game dans la foulée, hein, les amis. Mais l'univers est top. Et par contre, l'étirer au point de faire deux préquels, le truc américain, même si honnêtement, le truc américain, je trouve qu'on le sent avec la série actuelle. Oui, parce que je trouve qu'on sent le délire genre worldwide, tu vois. Genre, ça peut devenir, ça peut s'étendre. Mais par contre, le délire de Squid Game 1987, etc., parce que ça collerait avec la fin du camp. Voilà, toi, c'est genre le premier Squid Game. On vous raconte le premier Squid Game. Non, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de savoir les aventures de Ji-Hoon. En parlant de Ji-Hoon, les amis. Donc déjà, Game of Thrones, tu tiens ça pendant 8 ans, 8 saisons, voire même un peu plus, 9 ans, puisqu'au bout d'un moment, il y a eu 2 ans pour la dernière 2 fois. ans de pause, voilà. Ça, voilà, Donc c'était quand même, c'est un gros morceau de ta vie, hein, Game of Thrones. Puis je l'ai vu vieillir, moi, ça m'a frappé. Je sais pas pour vous, mais Tyrion, c'est un ado au début. Il y a une belle évolution en plus. Il y prend en charisme et en barbe. On est d'accord, aussi, sur 9 ans, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est dingue. Et donc, voilà. Et comme je vous disais, la carrière de Constantin ne s'arrête pas. Puisque. Ne s'arrête jamais. 2021 arrive Squid Game. D'ailleurs, je vous propose bande-annonce de la saison 2 de Squid Game. Les salopards qui ont créé ce jeu. C'est eux qu'on doit combattre à tout prix. Joueur 456, bienvenue dans ce nouveau jeu. Oui, incroyable. 2021 déjà. 2021, la première saison de Squid Game, donc la VF, elle est sortie du Covid en fait. Eh oui, sortie Covid. Voilà, je me suis dit qu'on allait en parler. C'est bien aussi de pas parler du Covid. Voilà. Non, honnêtement, donc la VF, elle est dirigée par Marc Saez. Donc bref, quelqu'un aussi qui a beaucoup de casquettes dans le métier aussi, et qu'on aimerait énormément recevoir ici au sein du Late Show. Une super idée, ouais. Et d'ailleurs, première question qui vient sur Squid Game, et ce sera le dernier chapitre, on va dire, de cette émission, de cet entretien qui dure déjà pas mal de temps. Et merci vraiment, Constantin. Est-ce que quand tu as fait Squid Game, tu as senti que ça allait être un carton? Est-ce que tu as eu ça aussi pour Game of Thrones ou pas? Un peu la même sensation. Ouais, au fur et à mesure des épisodes, oui.
C'est pas venu tout de suite. C'est Marc surtout qui a senti le coup. Alors c'est marrant parce que je pense que ça doit être pareil pour vous quand vous avez eu des souvenirs forts. Vous avez gardé une odeur, vous avez gardé une musique peut-être qui passait ou un lieu. Et moi je me revois. J'avais vu que Marc m'avait appelé. J'avais un message, disons Marc a laissé un message et donc je me suis dit je suis en voiture, je vais pas écouter tout de suite. Et puis je me suis garé le parking Auchan pour vous dire. Hein. Et j'écoute son message et Marc me dit écoute j'ai un truc super, une série. C'est un truc de jeu de mort. Oh, je le sens bien. Tu vois, je pense que c'est super. Il y a des essais, mais quand tu te démerdes, Constantin, il faut que ce soit toi parce que c'est pour toi, c'est pour toi. Bon, ok, donc je le rappelle, il m'explique le truc. Puis alors lui, il vendait le truc. Il me dit, lui, il sentait que ça allait faire un truc. Peut-être pas, on en a parlé après, il m'a dit, n'imaginez pas le carton que ça a été, mais il s'est dit, il y a un truc quand même, il y a un truc. Et effectivement, le bon souvenir, enfin bon, moi, déjà je me vois sur le parking Auchan. Alors évidemment, cette image, elle est beaucoup plus forte quand j'ai été pris sur les essais, parce que si j'avais pas été pris, j'aurais pas un bon souvenir du parking Auchan. Donc voilà. Et c'est sûr. On est d'accord. Et je passe les essais, donc je viens. Et pour vous dire, la scène des essais, si vous vous rappelez, c'est la scène où il échange avec son pote. Il lui dit mais t'as des dettes ? Il lui offre un café et l'autre lui explique. Il dit mais t'as qu'à les revendre, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'était ça la scène. Donc ok, il m'explique, il me dit là ça se dit c'est Seong Ji-hoon, parce qu'il y a les 2-3 mots. Alors, il y avait un nom de ville et tout, donc bon, il me briefe un peu sur la prononciation, ok. Et donc je la vois 2 fois en version originale, et puis je dis bah allez on se lance. Donc je fais le truc. Et c'est pas comme au cinéma ou au théâtre quand vous faites des trucs, ils sont en face de vous les gens. Là ils sont derrière vous. Je suis au micro et l'ingénieur du son et Marc sont derrière. Donc ce qui fait que quand j'ai fini le truc, il y a un silence. Il y a eu un silence. Alors qu'en face, tu vois, c'est coupé. Et là, les gens se bougent. Ouais, super. Là, rien. Donc, je me retourne. Et là, je vois Marc et l'ingé son comme ça. Et Marc me fait « J'ai mon champion ». Incroyable. Donc, on n'a pas beaucoup de retours dans notre métier, mais là, ça m'a fait plaisir. Et il m'a dit « Bon, maintenant, ça dépend pas de moi. Il y a le client. Il m'a dit « Le client, heureusement, il a eu le même choix que moi. Et j'ai été pris. » Mais je garderai ce truc en souvenir, ce silence, tu sais. Parce que, voilà. Et c'est vrai que, franchement, il m'a super bien casté, Marc. Franchement, c'est un des rares moments où je suis venu pour des essais. Et, bon, Michael Scott, c'était pareil. Martin, il me connaissait. En plus, on avait fait Dream On avant, donc il savait de quoi j'étais capable. Mais là, il m'a dit, il y a une évolution du personnage et il n'y a que toi pour... Il me dit, il est d'une naïveté, d'une gentillesse à côté de la plaque au départ. Et il va y avoir une petite évolution. Et il me connaissait, Marc, et il savait que je pouvais être capable de le faire. Et donc voilà, et heureusement le client l'a suivi, tu vois. Parce que malheureusement, des fois, les clients n'ont pas forcément ce feeling-là, tu vois. Et voilà, donc... mais c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me dire, cette série, tu commences à voir 1, 2, 3 soleils, tu fais, oh là. Et mon fils me raconte, parce que lui, évidemment, il avait été spoilé, il avait été au courant de cette histoire, mais sa petite amie, pas du tout. Et Alex lui dit, écoute, tiens, on va regarder Squid Game et tout. Alors, 2, 3 soleils. Et là, elle commence à voir un mitrailler et tout. Elle dit, mais c'est quoi cette série ? Parce qu'elle, elle était vraiment vierge de tout, quoi, tu vois. Et elle dit, mais c'est quoi ce truc-là, quoi ? Et c'est vrai qu'à partir de là, je dis, attends, elle est quand même bien barrée, cette série, tu vois. Et au fur et à mesure... je me suis dit, ok, ça va. Mais elle a mis du temps aussi, je crois, à prendre, c'est pas ça ? 27 jours. 27 jours, en 27 jours, ils ont fait 68 millions de vues, ce qui était déjà un très bon score pour Netflix. On en discutait en off. 1 semaine et demie pour la saison 2, 200 millions. Voilà, pour vous expliquer un petit peu la pub photo, les amis. Squid Game est rentré dans le paysage Netflix à l'aise, d'où le fait que potentiellement ça va s'étendre sur un univers largement étendu. Et heureusement, malheureusement, l'avenir le dira. Exactement, on verra la production. Mais tu sais qu'en plus, on était, avec Marc, quand on allait déjeuner, on continuait à parler de la série. Mais on n'en parlait pas par le travail. Par le truc. Et à un moment donné, on était sorti de l'épisode 6, donc il y en avait 9. Donc on avait dû faire les sessions, on faisait deux épisodes, je crois, par session, donc le 1, 2, 1. Et on sort du 6 avec les billes. Et puis je reviens pour déjeuner avec lui, on travaillait pas le matin. Et je dis, mais il y a un truc qui m'étonne quand même, Marc. Je lui dis, mais à chaque fois, on voyait les gens se faire tuer. Je dis, mais le vieux, on le voit pas. Et là, je vois Marc qui se marre. Je fais, ok, ça y est, j'avais compris. Mais c'est des petits détails. Mais ça, tu ne t'en rends compte que quand t'as bouffé du cinéma et t'as bouffé des trucs qui font comprendre. Tu vois, le téléphone, à chaque fois que le numéro 1 décrochait, c'était des gros plans systématiques sur le téléphone. Ouais. Et là, tu te dis, quand t'es un peu cinéaste ou tu aimes, tu te dis, pourquoi des gros plans à chaque fois ? C'est qu'à un moment donné, il va se passer un truc. Et là, le combiné est de l'autre côté. Et donc, il comprend que quelqu'un a utilisé. Tu vois, et là, le petit vieux, on le voit pas.
C'est le seul qu'on voit pas. Et là, Marc me fait un gros sourire et me dit « Ah, ça y est, Constantin, t'as compris. » Et tu sais que j'ai compris... Donc tu vois, j'étais spectateur avant même d'être l'acteur qui venait le doubler. Je trouvais ça génial. J'ai compris que c'était aussi le vieux à ce moment des billes. Pareil, le coup des billes, parce qu'on l'a pas tué, quoi. Parce qu'on le voit pas mourir. Mourir, c'est ça, ouais. Enfin, c'est qu'on l'entend pas tomber. Voilà. En fait, On l'entend pas tomber. Ça, je l'ai su qu'après, moi, sur le moment. Bon, bah, et là, tu le passes, parce qu'en plus, le mon personnage, il est attristé, on est sur lui. Génial. À ce moment-là, on se pose pas la question, tu vois. Mais je trouve que cette série aussi arrive bien à on passe, comme on disait tout à l'heure, du rire aux larmes. Oui, aussi. C'est-à-dire qu'il y a des passages très drôles et il y a des passages où en fait tu dis, ah bah non, pas lui, c'est trop triste. Mais on en discutait dans notre série, dans notre vidéo sur Squid Game, c'est le cinéma coréen qui veut ça. C'est-à-dire que le cinéma coréen est un mélange de beaucoup de genres sur n'importe quel film. Les acteurs surjouent des fois quand même. Aussi, oui. Moins que les Japonais. Moins que les Japonais, quand même un petit peu. Mais oui, un petit peu, mais moins que les Japonais. Un live action japonais, voire même pour nous, c'est très, très facilement ridicule. Je trouve que c'est pas choquant là dans les Coréens. Non, c'est pas choquant. Mais tu vois, le Nicky Larson de Netflix, heureusement que c'est un délire, on va dire, qui est très barré à la Nicky Larson, mais c'est très vite surjoué par le personnage. Mais c'est cool, attention, parce que c'est ce qu'on veut avec Nicky Larson. Donc voilà quoi. Je te fais juste une anecdote, pardon. Oui. C'était sur la distribution. Donc il n'y a que des Coréens, sauf Ali. Oui. Et Marc. Et on n'est que des blancs sur les Coréens. Et sur le Pakistanais, il met un Coréen. C'est génial. Il met Anatole Yoon, qui est un Coréen. C'est le seul Coréen et il vient faire le Pakistanais. Et pourtant, il a un petit accent, on dirait. On a l'impression. On a l'impression qu'il y a un petit accent. C'est un coup de génie, quoi. Ah, c'est génial. C'est vrai, Marc me dit ça. Je dis, mais oui, t'es trop con, quoi. C'est trop. Je fais des petits délires comme ça, tu vois. Et tiens, on avait une question qui m'a été glissée dans l'oreille par GG avant qu'on enregistre. Il m'a demandé de te poser la question, en fait, de savoir pour toi, tu préfères doubler un mec comme Tyrion ou un Seong Ji-hoon? Ah la vache, ça c'est une question, elle est dure cette question. Parce que là, Seong Ji-hoon avec la saison 2, il a prouvé qu'il a une palette d'acteurs de ouf. Ouais. Là, tu t'es éclaté de fou sur la saison 2 et ça se voit à l'écran. Tyrion, il l'a un petit peu aussi parce qu'il démarre clairement. Sale gosse et il évolue. Ah, dans la puissance de jeu, peut-être que Seong Ji-hoon est peut-être plus intéressant, mais il y a plus de profondeur chez Tyrion. Je dirais que c'est... Pour la palette, oui, je suis d'accord. Seong Ji-hoon m'a fait plein de choses. Il est émouvant, il démarre très naïf et puis il s'assombrit. Je veux dire, c'est ce que j'avais dit à Marc. J'ai dit, mais il est comment dans la saison 2? Il m'a dit, tu vois, il est plus sombre. Effectivement, quand on le voit arriver, la scène, la roue, les trucs, c'est tout. C'est plus le gars qui joue aux courses de chevaux, quoi. Tu vois, avec son pote qui se marre et tout ça, ou avec sa petite fille. Donc pour ça a été très fort. Mais Tyrion. Il fallait être convaincant par son autorité naturelle à cause de sa petite taille et à chaque fois ses discours portent quoi et il est écouté donc je peux pas répondre à cette question, les deux sont sublimes. Je dirais que j'ai eu surtout beaucoup de chance de faire les deux. Donc continuons un petit peu notre débat sur Squid Game les amis et justement tu l'as vu sur les réseaux sociaux là ça fait le buzz on va dire. Il y a deux choses qui font le buzz vis-à-vis de Squid Game. Il y a ta fameuse réplique qui tourne en boucle d'ailleurs ça pourrit mon algorithme voilà c'est dingue les amis non vraiment qui est absolument folle. D'ailleurs en parlant de cette petite réplique j'avais un jeu à proposer. Je vais demander aux chroniqueurs d'essayer de faire la meilleure interprétation de cette phrase en gueulant ouh là là ça va saturer le et Constantin va nous mettre d'accord et va la faire en direct pour nous d'accord. Lulu, est-ce que tu es prêt? C'est quoi exactement? Non, passez d'abord. C'est quoi exactement? La fameuse réplique, j'ai déjà joué à ce jeu. J'ai déjà participé à ces jeux avant. Vous. Donc dans le contexte... Avant vous. Donc dans le contexte, je crois, donc tout le monde a le droit, tout le monde parle et essaye de stopper tout le monde. Avec vraiment je gueule. Hein. Ah bah tu l'interprètes. Donc là tout le monde parle. Ok. J'ai déjà joué à ce jeu avant. Participer. Pardon pour vos oreilles. C'est pas grave. J'ai déjà participé à ces jeux avant. Vous, c'est participer. Lulu. Oh la pression. J'ai déjà participé à ces jeux avant vous. Là il y a le bon texte. Là il y a le bon texte. Là il y a le bon texte. J'ai déjà participé à ces jeux avant vous. Ouais. Pas terrible. Pas terrible. Constantin, je pense que tu peux nous mettre d'accord. J'ai déjà participé à ces jeux avant vous. Oh incroyable. On y est hein. Oh on y est là. Oh là les frissons.
Merci, t'avais pas envie d'y être, hein, incroyable. Ce passage va tourner sur TikTok, c'est sûr. Hein. Je vous le dis. Alors, donc merci. Et il y a aussi une autre chose, c'est la musique du fameux manège qui tourne. Qui tourne. Mais il y avait une question qu'on se posait. Dans la VF, on a eu le droit à la traduction pour 1, 2, 3 Soleil, même si on a mis la version coréenne en début d'émission à l'arrivée de notre cher Lulu. Pourquoi, là, dans la saison 2, la musique du manège n'est pas traduite. Ouais, Et Constantin, on va dire, parce qu'il faut savoir, apparemment, que Marc Saez avait fait une traduction. Absolument. Une traduction brillante en plus des paroles, avec des rimes. C'était un super boulot, et il n'espérait qu'une seule chose, c'est que la production et le studio gardent sa version à lui, ce qui n'a pas été fait. Et c'est bien dommage, parce que quand on voit le carton que c'est, je disais à Marc, mais c'est fou, parce que quand je vois toutes les vidéos, tous ceux qui la chantent, etc., s'il y avait eu les paroles françaises, mais dans toutes les rues de France, on l'aurait entendu chanter. Ça aurait été un carton monstrueux. Donc je trouve dommage que Netflix n'ait pas fait le buzz avec ça. Mais il y a une explication. Marc pense que comme ça allait marcher, il avait peur que Netflix avait peur d'avoir peut-être à lui payer les droits. Alors je sais pas, après il faudrait voir juridiquement comment ça se passe, mais Marc pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Et après, je disais à Dimitri que, bon, effectivement, 1, 2, 3 Soleil, comme c'est connu mondialement, il aurait été étrange de laisser ça en coréen, alors qu'en France, on connaît 1, 2, 3 Soleil. Alors que cette comptine n'est pas connue. Mais franchement, Marc avait fait un super boulot, et on en a encore parlé il n'y a pas très longtemps, et je m'étais dit, quel dommage, t'aurais fait un carton, les gens auraient chanté ça. Oui, je pense, ouais, là, il y a le délire Bonjour les Congolais, mais parce qu'ils croient entendre ça, ce qui est très drôle. Moi, ça me fait l'hallucination auditive. Moi, je continue à ne pas du tout entendre ça. Après, je sais que les hallucinations auditives sont pas à la 100% des Congolais. Enfin, oui, ça, c'est une hallu qui fait pas. Enfin, pour certaines personnes, en tout cas. Mais si ça avait été texte français, tout le monde était d'accord et les gens auraient chanté ça. Et son texte était brillantissime, vraiment. Et surtout, tu m'as dit en off que vous avez enregistré avec les annotations de Marc Saez. Il y avait le texte en dessous. Voilà. Tout était fait pour le faire. Et il l'avait bien écrit en place, parce que c'est pas facile d'adapter des paroles dans la même rythmique que le coréen, mais Marc avait fait un super boulot, quoi. Et ça malheureusement, ça n'a pas été retenu. C'est bien dommage. On est passé à côté de quelque chose. Je pense très sincèrement. Encore une fois, je vous dis, cette musique, elle retient l'attention de tout le monde. Ça a pris la tête de tout le monde. Vous imaginez avec le texte français, mais ça aurait été parfait. Et qu'est-ce que t'en penses de cette trend justement de ta voix aussi? Tu kiffes? Ah, j'adore ça. Moi, je suis un novice. Tout ce qui est TikTok, tout ça, j'y connais rien du tout. Et donc, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et tout ça. Et puis, un jour, je tombe là-dessus, ça passe dans mon fil d'actualité. Je dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et je racontais à Dimitri, le premier que je vois, c'est un père de famille, enfin, un gars qui joue le père de famille, qui rentre dans sa chambre, et le texte, il a mis au-dessus. C'est moi qui entre dans la chambre de mes enfants et qui me font croire qu'ils sont au lit alors que leur PlayStation est sous la couette, tu vois. Et le mec rentre. Et il me synchronise avec mon texte qui était « J'ai déjà fait ces jeux avant vous !» Et ça m'a fait mourir de rire. Et du coup, j'ai tapé, hashtag machin, et j'ai déjà participé à ces jeux avant vous, et là j'en vois 150, 200, 300, et je me laissais tout taper. Et je riais tout le temps. Je voulais voir jusqu'où les mecs allaient. Qu'est-ce qui les faisait délirer? Et une autre que je t'ai racontée, je crois, c'est celle où le gars dit c'est moi quand on veut me convaincre de changer les règles de Uno. Ah bah oui. Ça, celle-là. Et mon texte qui vient derrière, tu fais. Mais quelque part, il y a une reconnaissance. Ça me touche, ça me touche beaucoup. En plus, je disais à Dimitri, ça me fait de la pub. Ah oui, on entend ma voix partout. Et puis pour des utilisations qui sont franchement drôles, quoi. Oui, clairement. Moi, je suis toujours admiratif de ceux qui savent détourner un truc pour nous faire rire avec. Ah, mais moi j'adore ça, je trouve que c'est génial. Et puis le nombre de likes est colossal, vraiment sur les. Ça marche bien, c'est impressionnant. Et puis bien entendu, on mettra tes réseaux dans la description de la vidéo. Voilà, ce Constantin aussi, t'as un TikTok, etc. Oui, écoute, j'essaie de. C'est cool. J'essaie d'être moderne. Il faut. On n'a pas parlé d'un seul sujet, et ça sera le dernier, et je vais le laisser à Maxime. Tu l'avais posé la question à Michel. Qui a dû bien débattre déjà. Ah oui. Mais oui. L'IA, malheureusement, dans le milieu du doublage, puisque c'est pas, c'est des fausses voix finalement, même si ça essaye de s'en approcher. Comme disait Michel, c'est à chier encore de toute façon. Oui. C'est pas encore très au point. Non. Et nous, ce qu'on aime, je pense que
ce que les gens aiment, la plupart, hein, bah c'est le jeu d'un vrai comédien derrière. Je veux dire, c'est voilà, c'est un vrai humain derrière. Et les technologies, bon, ça peut être bien sur certaines choses, mais sur ça, non. Bah oui. Non. Oui, je suis d'accord. Là, Et donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Constantin? Je suis entièrement d'accord sur ce que tu viens de dire. Là, en plus, il y a eu un truc récent qui m'a bien énervé. Je racontais à Dimitri, c'est Aurore Berger, qui est donc la fille d'Alain Dorval, et qui est donc dans le gouvernement quand même français, donc quelqu'un qui est censé nous défendre, hein, notre exception culturelle, etc. Et elle a quand même avoué sur X, donc Twitter, l'ancien Twitter, qu'elle avait fait un essai pour son père, pour un prochain Stallone, pour éventuellement le garder, et qu'elle n'avait pas été convaincue par l'essai, mais Dieu soit loué, merci, heureusement, mais surtout avoir osé faire un essai, alors que nous, on est en train de se battre pour qu'il n'y ait pas d'IA, je trouve quand même de la part d'un responsable politique, c'est à chier, quoi. Et je trouve, sauf si son père a fait un mot exprès en disant « ma fille, continue d'exploiter ma voix, je t'autorise », parce que s'il ne l'a pas fait, mais c'est en plus un gros problème d'éthique. C'est-à-dire que Dorval, quand de son vivant, était capable de dire « je veux bien faire ce film-là, celui-là, je ne veux pas le faire ». Il avait le choix. Et là, quelqu'un qui est mort, on lui fait faire des choses que lui n'avait peut-être pas envie de faire, mais je trouve qu'au niveau de l'éthique, c'est dégueulasse. Je trouve ça pitoyable. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Totalement d'accord avec toi. Vraiment, c'est ignoble. On a discuté aussi vis-à-vis de les CGI pour les visages, on va dire, dans le cinéma américain. C'est le même débat. Voilà, les ayants droit, des fois... Voilà, sur certaines qu'il y a des limites vis-à-vis des ayants droit, parce que comme tu le dis, certes les ayants droit c'est surtout leur intérêt à eux qui portent et pas l'intérêt, on va dire, du fameux défunt. Franchement, c'est quand même dommage. On est bien d'accord qu'en plus ça ne se joue que sur des finances, hein. C'est certainement pas le côté artistique. Totalement. Ah bah non. Ça très bien que c'est pas les enfants de John Wayne ou les petits enfants, s'ils remettent John Wayne à l'image, c'est pas leur père qui est en train de jouer, hein. C'est un mec qui s'est amusé avec sa palette exactement. Donc je trouve ça voilà, surtout qu'en plus je prends John Wayne parce que c'était quelqu'un que c'est dommage, je n'ai plus en mémoire il y a quelques films qu'il a refusé et qu'il a beaucoup regretté après parce que ça a été un carton. Donc on voit bien que c'est une histoire de choix. Donc d'utiliser des morts, enfin moi je trouve ça il faut des vrais comédiens et puis bah c'est ça le vrai jeu. Moi je vois pas ce que ça apporte, en tout cas une voix par ordinateur, même si ça essaye de s'en approcher. Alors bon, comme malheureusement des comédiens de doublage comme je pense à Benoît Alman qui vient de nous quitter. Voilà, on est habitué sur la voix de Morgan Freeman. C'est vrai que Morgan Freeman ne tourne plus trop. Oui. Donc en fait, un petit peu comme Patrick Poivet avec Bruce Willis. C'est vrai. Ça tombe bien en plus. Curieusement, c'est marrant. Hein. Bah oui, c'est ça. Je me demande si c'est pas le destin. Oui, c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal parce que en fait, on va, en tout cas nous en France, on va se souvenir de sa voix avec ce personnage. Absolument. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Et puis même déjà avant, il y avait des changements de comédiens, on va dire entre même du vivant où il tournait. Regarde Bruce Willis, Stallone par exemple, Michel. Oui, Michel. Mais je trouve que sa voix passait bien. Ça ne dérangeait pas. Voilà, c'est selon le film, selon on va dire le directeur artistique, et voilà, ça te dérange, on va dire les 3 premières minutes, ça et puis voilà. Aussi. Bah, on regardait Clint Eastwood, les westerns, c'était Jacques Deschamps, et après on a eu Jean-Claude Michel qui le faisait dans l'Inspecteur Harry. C'est terminé, ça s'est très bien passé, les deux étaient très bons. C'est une histoire de qualité de comédien, hein, si le comédien est bon. Regardez même les Star Wars. Harrison Ford, il y a 3 Star Wars avec lui, c'est pas la même voix. Les 3 sont différents. C'est vrai. Attends, 2. Non, il y en a que 2. Il y en a qu'un. Non, je confonds avec, Indiana Jones. C'est là où il y en a 3. Il y a Claude Giraud, il y a Francis Lax et il y a Richard Darbois. Oui, c'est fou pour une saga, surtout, c'est fou parce que dans la saga, on a envie de suivre la personne avec la même voix. Et comme quoi, tu vois, et finalement, bon, effectivement, on se dit, pas choquant, mais... ça fait bizarre, mais en fait, on n'est pas choqué parce qu'on a quand même 3 ténors de doublage. C'est vrai. C'est une histoire de qualité d'acteur. On est d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a tout dit. Ah oui. Enfin. Oui, juste pour continuer à dire qu'effectivement, ce qui fait la force du doublage humain, c'est nos fragilités. C'est-à-dire qu'il arrive parfois, je crois on en parlait tout à l'heure, tu sais, peut-être que vous avez perçu une fatigue de voix dans Squid Game quand je gueule, etc., ce qui est normal. Et je trouve que ça apporte du vrai. La machine ne va jamais inventer ça, ne va jamais créer ça. Et puis, il arrive parfois qu'on a une petite voyelle qui part dans les aigus. Regardez Poivet qui faisait son truc. Il piquait. Voilà, tu vois. Enfoiré. Il partait. Quelle machine va faire ça? Oui, Et il le faisait parce qu'à un moment précis, il fallait le faire. Et il racontait une anecdote, je crois. Redis-moi le. Yippee-ki-yay, pauvre con. Pauvre con. Bah, le pauvre con.
Il est pas dans le VF. C'est Poivet qui l'a rajouté. Il est pas dans la VO. Il est pas dans le voilà et il est peut-être pas sur la bande rythmo. C'est juste que Poivet, Patrick raconte il voit arriver la phrase, il l'a fait et puis il voit qu'il est court. Il va manquer des trucs et il rajoute pour fond. Il rajoute. Et ça passe. Quelle machine, Ben oui. voilà. Et c'est un coup de génie. passe. C'est un coup de génie. Donc voilà. Moi, très sincèrement, je sais que malheureusement l'IA va rentrer un petit peu dans l'anime, va rentrer dans quelques petites spots pubs, des petites phrases courtes, des petits machins, va rentrer un petit peu en voice-over dans des documentaires, mais ne rentrera jamais, pour moi en tout cas pas de mon vivant, dans le doublage. Et Parce heureusement. que l'émotion humaine on peut pas limiter, c'est pas possible. Et heureusement parce faut que ça reste de l'art. Et heureusement. Et c'est très juste ce que tu dis, puisque Coca-Cola avait fait la première pub en IA là, cette année. La pub de Noël, vous savez, elle a Ils été l'ont faite. pris dans la tronche. Et ils l'ont pris dans la tronche. Et c'est bien fait. Et c'est voilà. bien. Coca-Cola en plus. Non mais sérieux, comme s'il n'y avait pas l'argent pour payer le comédien. Exactement. Non, mais on rêve. Ça, On pourrait le pardonner, tu vois, par une toute petite prod qui n'a pas les moyens. Et encore, mais au moins ils ont. Mais là, ça n'a aucun sens. Eh ben. Le décor s'effondre. C'est l'heure d'arrêter le studio. Le studio s'effondre. C'est l'heure. Non, bah écoutez les amis, on va se quitter. C'est incroyable la puissance de ta voix, Constantin. C'est les cris de tout à l'heure. Là. Oui, c'est ça. Non, bah écoutez, au cas où, bah, Maxime, retire-le pour éviter qu'il se casse la gueule, voilà quoi. Ou remets-le. Je vais faire l'outro de l'émission. Merci beaucoup, Constantin, Merci Dimitri, merci à vous tous. de t'être déplacé, en tout cas jusqu'au studio de Chemical Production. C'était un grand plaisir. Les chroniqueurs, est-ce que vous avez envie de rajouter un dernier mot pour Constantin, Lulu? Bah merci, hein, c'est incroyable. Bah, merci d'avoir pris le temps de venir. Merci pour ton costume incroyable. Ah bah, avec quel, quel effet ça va, génial, mais vraiment, quelle trouvaille. Bah, Et Kichi, pareil, merci beaucoup, vraiment Merci à très toi enchanté. Mais- Je te suis en tout cas sur les réseaux, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis moi, j'attends la saison 3. Et toi, je crois qu'on est tous comme des fous. Voilà, hein. c'est ça, oui. On est tous comme des fous. Eh ben, merci beaucoup, Constantin. Je vous Merci fais des à gros vous. bisous, vous qui êtes derrière votre écran. On se retrouve très prochainement pour encore plus de cinéma sur Internet. Ciao, ciao. Avec plaisir. Ah oui. Ciao. Ciao.